Cette vidéo d'un gros youtubeur américain, Jello Apocalypse, fait polémique. Derrière ces dessins colorés et animations rigolotes se trouve une critique très contestable du plus gros manga de tous les temps, One Piece. Il a critiqué bien d'autres franchises comme Kingdom Hearts, JoJo's Bizarre Adventure et My Hero Academia, toujours avec un ratio de likes favorable. Mais pour One Piece, on a dépassé les 50% de dislikes. Est-ce que ce sont les fans de One Piece qui sont trop prompts à monter au créneau pour défendre leur œuvre préférée, ou y a-t-il vraiment quelque chose de fondamentalement dérangeant dans cette vidéo ? Bonjour à toutes et à tous, ici l'Alt Moderne, voyons ça tous ensemble dans cette nouvelle chronique où je vais mettre 8000 ans à commenter une vidéo de 8 minutes. Vous pouvez vous moquer de moi, ouais, je comprendrai. Je comprends. Alors, qui est Jello Apocalypse ? Je pars du principe que les gens qui regardent cette vidéo sont à jour sur les derniers chapitres de One Piece. Donc au lieu de présenter le manga, je présente direct le youtubeur qui en parle. Brendan Blabber, alias Jello Apocalypse, est un vidéaste qui a fait ses débuts depuis une douzaine d'années sur YouTube avec sa série de vidéos Welcome to, où il présente brièvement, de façon humoristique, satirique et très critique, différents sites web et réseaux sociaux notables. Une émission extrêmement populaire qui a dépassé plusieurs fois le million, voire la dizaine de millions de vues. Mais en 2016, il a trouvé un concept encore plus populaire, sa série des So This Is Basically, où il présente brièvement de façon humoristique, satirique et critique différents dessins animés et jeux vidéo notables. Clairement une réinvention artistique totale qui a fait rupture avec ses succès passés. Bon, vanne facile à part, en vrai il a eu raison. Réutiliser une formule qui a définitivement fait ses preuves en remplaçant les sites web par des séries et des jeux, lui permet d'attirer à la fois l'attention des fans passionnés et des passants qui reconnaissent ces médias de loin. Ça lui donne aussi beaucoup plus de choix de sujets, ce qui est tant mieux vu à quel point Internet est centralisé et que beaucoup des gros sites et réseaux d'il y a 10 ans sont toujours présents aujourd'hui. Il aurait peut-être pu faire un Welcome to TikTok, mais bon. D'ailleurs, Blabber lui-même a blagué dans la description du premier épisode de So This Is Basically que c'était la même chose que Welcome to, mais pour les fictions. Et puis c'est une bonne façon pour Blabber de mettre en avant son savoir-faire, puis plus tard celui de ses amis en tant que dessinateur, doubleur et écrivain. Comme beaucoup d'entre nous ici, Blabber et ses proches collaborateurs sont des enfants des fandoms online des années 2000. Partager ses fanarts et cosplays sur DeviantArt, ses fanfics sur AO3 et fanfiction.net, ses doublages de fandom en anglais, sincères ou parodiques sur YouTube, discuter du dernier épisode de Naruto sur un forum, ce genre de choses. Clairement, So This Is Basically lui permettait de réunir en une émission ses différents centres d'intérêt, non seulement en tant que spectateur, mais en tant que fan-artiste. Et qui sait, ça pourrait lui servir de tremplin vers d'autres plus grands projets, ce qui fut le cas en 2019, l'année où sa carrière a vraiment pivoté. Il a pu faire un partenariat avec Verve, une plateforme VOD reliée à Crunchyroll, afin de faire sa propre série Epiphet Erased, utilisant le même style graphique de ses vidéos YouTube au service d'une histoire originale d'inspiration manga. It's kind of like if you combined My Hero Academia and Home Alone and then made it stupider. Et surtout, il a multiplié les rôles en tant que doubleur, donnant sa voix à de nombreux personnages d'animés à succès, comme Miyamoto de Fire Force, Floga de Black Clover, ou, heureux hasard, le roi Stelly dans One Piece. Marrant. Il se dirigeait même vers du travail de localisation, consistant à traduire et adapter les dialogues d'un animé pour qu'il puisse être doublé dans une autre langue, ici l'anglais. Ce sera très important plus tard, on y reviendra. Clairement, So This Is Basically n'était pas destiné à exister éternellement. Même sa description Tumblr parle de Epiphet Erased comme son projet principal et So This Is Basically comme un projet passé. Il n'en avait sorti que 2 en 2020, un en 2022, puis étrangement un autre sur One Piece, tout récemment, le 6 décembre 2024. Les 2 épisodes faits en 2020 étaient des commandes sponsorisées par des jeux vidéo afin d'en faire la promotion, et celui de 2022 était sur Genshin Impact, car il avait sûrement beaucoup de choses à dire dessus. Peut-être que c'est pareil pour One Piece. Sur son Patreon, lui et ses amis avaient fait un podcast étalé sur 7 mois, de mai à novembre 2023, pour parler de chaque grand arc de One Piece et des chapitres dernièrement sortis à l'époque, comme un genre de club de lecture. On pouvait même entendre l'exact audio de l'intro de sa vidéo en bonus pour ses fans en décembre 2023. Old Peas is the story of Loosey Goosey. He plays things fast and loose, but he got too loose and now he's all wiggly. Ça fait donc plus d'1 an que lui et ses collaborateurs bossent dessus. En continu ou en intermittence ?
Je sais pas, mais clairement, vu tout le travail de dessin, animation, voix et montage que ça demande à côté de ses autres projets, je veux bien croire que ça lui ait pris du temps. Et puis je sais que One Piece, c'est pas juste quelque chose qu'il a attaqué au hasard l'année dernière, parce que dans sa vidéo Welcome to Tumblr, il remercie l'animé One Piece pour lui avoir donné 142 épisodes d'animé à regarder pendant qu'il bossait sur les dessins de cet épisode. En janvier 2014, il y a plus de 10 ans. Donc clairement, on n'a pas affaire à un touriste qui vient de débarquer pour dire aux fans de One Piece qu'ils aiment un manga de merde. C'est manifestement quelqu'un qui a, d'une façon ou d'une autre, suivi One Piece depuis plus de 10 ans. Est-ce que son amour de One Piece a été négativement altéré avec le temps ? Peut-être. Mais je ne connais personne, personnellement, qui passe 7 mois de podcast et 1 an à créer une vidéo juste pour une œuvre dont il se fout. Je pense sincèrement que c'est ok, voire sain, de critiquer quelque chose qu'on aime, tout simplement parce qu'on a envie qu'elle s'améliore encore ou parce qu'elle nous a apporté tellement d'admirables bienfaits que les défauts paraissent plus visibles en comparaison. Parfois, on peut même aimer sincèrement quelque chose qui, à nos yeux, a plus de défauts que de qualités, juste parce que les quelques points positifs restants s'accrochent à notre cœur, comme une chaîne incassable nous liant à un niveau atomique. Ou alors on peut dénoncer la baisse de qualité d'un truc qu'on aimait avant, tout simplement. Après, on peut être bon en voix, blagues et dessins, mais critiquer, c'est un autre exercice. Le souci des critiques du web. Blabber est vu comme un artiste et comédien, mais il est souvent perçu comme faisant partie de cette génération de web critiques et commentateurs pop culturels des années début 2010, post-Angry Video Game Nerd, dont les observations et opinions sont entremêlées d'humour sarcastique, ironique et exagéré, avec une pointe d'épices, c'est-à-dire des insultes et des gros mots. Très souvent, ils s'expriment à travers un avatar, un persona ou autre terme signifiant un personnage qu'ils incarnent pour les représenter publiquement et expliquer pourquoi ils ont un ton aussi comique et outrageant. Appelons ça tout simplement un personnage critique. Pensez au Nostalgia Critique, à peu près tout le monde à Channel Awesome, John Tron, Red Letter Media avec le personnage de Mr. Plinkett, Cinema Sins et même des vidéastes français comme Le Joueur du Grenier, Karim Debache et... votre humble serviteur ici présent. Le concept de personnage critique a de nombreux avantages, mais aussi un ou deux inconvénients majeurs. Quand vos vidéos de critique sont avant tout, cas de figure numéro 1, une base pour créer des sketchs humoristiques visant principalement à divertir et faire rire les gens, bien avant toute intention de convaincre et faire réfléchir, incarner ce qui est essentiellement un personnage de cartoon caricatural permet de mettre le ton, faire passer facilement son attention et offre une bonne souplesse créative, vous permettant de transitionner facilement de l'observation à la fiction et vice-versa. Genre, oh là là, il exagère quand même, mais c'est pas grave, c'est juste pour rire, il se prend pas trop au sérieux. Le truc, c'est que ça nous mène à un inconvénient, il faut une mise en scène et un gros capital de bonne foi initiale pour que ça marche. Votre spectateur doit croire avec conviction que c'est le personnage qui parle et pas le vrai mec derrière. Sinon, c'est juste un type, tout seul, face caméra, en train de dire putain et fait chier à cause d'un jeu vidéo ou un film pour bébé, ce qui serait un peu perturbant et pathétique. Sorry, did you want to get immersed in our world? Yeah, well, guess what? Fucking pronouns! Fucking gender ambiguity! Beaucoup des pires clones de l'Angry Video Game Nerd qui n'avaient pas le savoir-faire de James Rolfe en termes de matériel, comédie, jeu d'acteur et mise en scène se sont cassés les dents à cet exercice et sont juste malheureusement passés pour des marginaux sujets à moquerie. And the reason I call it the Nintendo Shit Cube, because it's a piece of fucking shit! This looks like a fucking chocolate chip cookie! Mais si l'objectif par contre est avant tout de faire cas de figure numéro 2, une vraie critique où vous partagez une analyse, des observations, que vous abordez des aspects techniques précis ou que vous citez des recherches que vous avez faites pour appuyer un argumentaire solide, rien ne vous empêche de le faire avec quelques traits d'humour par-ci par-là, d'avoir un ton désinvolte et familier, comme si vous parliez à un pote, ou d'être une version exagérée et plus fantaisiste de votre vraie personne. C'est une façon de rendre plus chaleureuse, personnelle, accessible et amusante, ce qui pourrait être un texte académique intéressant, mais peut-être un peu sec et froid. In 1998, a study came out alleging a link between the MMR vaccine and autism. However, the paper was eventually found guilty of being bad. Let's be honest, how many people on either side of this discussion have actually read it? Let's actually read this old paper and see what it has to say and come to an honest conclusion about its findings. 5 minutes late. What the fuck?
This is why people are against vaccines? This is the worst fucking paper I've ever read in my life! Néanmoins, le souci ici, c'est qu'il faut dans ce cas être très clair sur votre note d'intention. Les gens vous prendront un peu plus au sérieux que le premier type de personnage critique, donc vous devez faire plus d'efforts pour faire comprendre aux gens à quel moment vous délivrez une sincère opinion et à quel moment vous faites juste une blagounette. Après, vous pouvez véhiculer une sincère opinion sous la forme d'une vanne cinglante, un trait d'esprit astucieux ou un montage vidéo placé à un moment opportun, mais même si ça fait rire, ça reste d'abord votre sincère opinion. Elle sera jugée comme telle. Et le truc, c'est que par moment, intentionnellement ou non, le message se retrouve confus et on sait pas si ce que vous dites est vrai ou juste une blague. Pire, on sait pas si votre personnage à l'écran est juste un personnage, juste une version exagérée de vous, ou juste vous. Est-ce que c'est Monsieur Cinelol, personnage cartoonesque de critique colérique cocaïnomane, qui vient d'insulter Zack Snyder parce qu'il a pas aimé Rebel Moon? Ou c'est Pascal Pasco, le vidéaste, qui souhaite sincèrement qu'un réalisateur de film meure dans un accident de voiture parce qu'il a trouvé que son long-métrage ressemblait trop à Mille et une pattes? C'est pas toujours facile, mais c'est possible de savoir où la sincérité commence et où la blague se termine. On sait que James Rolfe et l'AVGN ne sont clairement pas la même personne, parce que quand James Rolfe fait des vidéos en dehors de son personnage, on voit plus souvent un homme très calme, détendu, plus du genre à parler avec un enthousiasme placide d'un film d'horreur des années 50 qu'à faire des tirades d'alcooliques sur des vieux jeux avant de leur chier dessus. Doug Walker, par contre, c'est un peu plus compliqué. Son personnage de Nostalgia Critique est censé être juste une caricature. My number one influence is, it's gonna sound weird, but it's actually Daffy Duck. That's pretty much where I get a lot of my material from, and I think there's a lot of him in Nostalgia Critic. There's a lot of other people. There's a lot of Louis Black, Stephen Colbert, the little Bill Murray and stuff. Just pretty much everybody I liked growing up is in that character. And there is a little bit of me in there also, particularly when I do the serious stuff, like some of the top 11 lists. Mais il existe plusieurs vidéos de Doug Walker regardant des films avec son frère Rob, ce qui nous oblige à constater que beaucoup de ses sincères observations et actions se retrouvent dans un script du Nostalgia Critique. Ce qui est ok, quand c'est juste chercher des arguments pour critiquer un film. Et quand il traite Tarsem Singh, le réalisateur du film The Cell, de cartoon ridicule exigeant qu'on lui demande le sens de ses plans symboliques, c'est juste le Nostalgia Critique qui grossit les traits, ou Doug Walker qui méprise profondément ce mec. Quand le Nostalgia Critique qualifie The Wall de Pink Floyd de film à Oscar trop long rempli de métaphores grotesques, réalisé par un artiste pleurnicheur, égocentrique, qui compare sans pertinence ses mauvais souvenirs d'école à la Seconde Guerre mondiale, avant de finir par « Oh ça va, j'aime bien, un peu prétentieux mais imaginatif, bonne musique ». Est-ce que c'est le Nostalgia Critique qui raconte n'importe quoi pour faire rire ? Ou Doug Walker qui planque sa vraie opinion derrière un personnage avant de se débiner en mode « Si, ça va, c'est pas mal, c'est pas mal ». Il y a peut-être encore plein d'autres explications possibles, mais j'en vois aucune qui lui donne un bon look. Je vous conseille d'ailleurs de voir la vidéo de Dan Olson sur le sujet, que je suis en train de, éhontément, copier en beaucoup moins bien en ce moment. Cringe. There's no other word for it. This makes me cringe. It's embarrassing. Après, Doug Walker semble assumer l'accueil négatif de sa vidéo, disant essentiellement que les échecs ça arrive et que c'est une bonne chose qu'on puisse critiquer une critique. Là-dessus, c'est fair play de sa part. Et puis on a Cinema Sins. C'est une chaîne YouTube où un mec il regarde un film, puis il fait pause, il dit « Oh là là, regardez, un truc chelou là !» Et ça fait DING ! Et il recommence 120 fois par vidéo. Ah oui, je sais, je suis vachement moins cordial avec Cinema Sins, je vais pas me planquer là-dessus. Pour pas mal de gens, c'est considéré comme une façon pas très intellectuellement stimulante ou honnête d'évaluer un film. Ça donne plus l'impression de voir quelqu'un qui cherche des défauts juste pour en trouver, au lieu d'initier un vrai dialogue avec une œuvre, mettant au même niveau des petits faux raccords avec des points essentiels d'écriture ou mise en scène. Et le truc, c'est que quand votre métier, c'est juste trouver des défauts, parfois, vous en inventez. Plusieurs fois, Cinema Sins a été critiqué pour le manque de pertinence de ses critiques, ou juste raconter des trucs totalement faux, pouvant donner une idée injustement erronée d'un film aux yeux des gens qui ne l'ont jamais vu. Mais dans ces moments-là, les créateurs de l'émission se sont défendus en disant que c'était juste de la satire, de la parodie, juste de l'humour, à ne pas prendre au sérieux. Sauf qu'à un moment, Jérémy, un des créateurs de l'émission, a fait tout un vlog en voiture où il dit avec un premier degré incontestable que sa chaîne YouTube a été créée pour critiquer les travers d'Hollywood. Du coup, c'est parodique ou c'est sincère ? Faut choisir, hein. On est apparemment devant un critique de Schrödinger, où quand les gens aiment bien, c'est une vraie bonne observation, mais quand les gens n'aiment pas, c'est juste une blague en fait. Oh c'est pratique ça. Allez là, on a trouvé le cheat code. Le souci, c'est qu'a priori, on n'est pas télépathe, on peut pas toujours savoir si quelqu'un dit n'importe quoi ironiquement ou non. Et quand on peut pas distinguer un truc sincèrement faux d'un truc ironiquement faux, on le traite par défaut comme sincèrement faux.
C'est pour ça que proposer un contexte, un ton et un propos clair, c'est très important. Même dans une satire parodique où le but est d'imiter les techniques et le style d'une personne ou d'une chose, il faut qu'à un moment, on se dise « Ah ouais, ça a l'air crédible, mais on voit que c'est une blague. » Et c'est mon problème avec Brendan Blaber. En vrai, c'est quelqu'un de très opiniâtre. Quand il aime pas quelque chose, il est très frontal, clair et net, avec un ton fort cinglant. Dull Movie's finale leaves a good taste in your mouth. That movie totally sucked, but like, gosh, what a good ending. So you walk out of it thinking it's a better movie than it was. And that's the trick. I could write an essay, honestly, on this movie and how it could have been great and how it isn't, and I wish people recognized that. Pitié, arrêtez de faire des essais vidéo sur Jojo's Bizarre Adventure. Jojo, c'est comme une nappe de pétrole. C'est volatile et rigolo à voir, mais si tu comptes te plonger dedans en pensant que c'est profond, tu vas te faire mal à la tête. If you like banal, unedited car ride small talk about nothing for 8 minutes straight, oh, then this is the movie for you. Now, that's not to say the movie's without merit, but in terms of entertainment, in terms of being a film you go to watch and take anything away from at all, I can't recommend this to anybody. Mais il mélange tous ses reproches et ses griefs au milieu de gags inoffensifs, d'animations jolies et rigolotes, une voix ridicule de simplet, un rythme effréné et 15 000 couches d'ironie protectrice. Stealth your way through the game's awesome opening act and then slide through a series of progressively lamer dungeons. Huge thank you to Atlas for sponsoring this video. Sauf qu'à un moment, le vernis craque. Même en prenant une voix volontairement humoristique et désarmante, des fréquences d'amertume et d'arguments grésillent dans nos tympans. Ce qui nous emmène enfin à sa vidéo sur One Piece. Le moment où je conteste enfin les critiques. Tout dans sa vidéo n'a pas été mal accueilli ou ne prêtait pas à grande contestation. Le gag d'intro, par exemple, montre Luffy agir comme un conspirationniste fou qui parle de comment le gouvernement cache la vérité sur les poneglyphes ou le fait qu'il y a des belettes sur la lune. Pour moi, c'est un gag tout à fait sympathique. C'est effectivement facile d'imaginer dans le monde de One Piece un personnage paranoïaque qui parle à raison des éléments les plus occultes de son monde, comme certains parlent à tort des pyramides ou de la 5G dans le nôtre. Il fait aussi un gag sur le rythme abominablement lent de l'anime One Piece, qui a plusieurs fois étalé des cases du manga sur plusieurs secondes, voire minutes d'animation. Même les gens qui aiment l'anime One Piece blaguent sur ce souci en parlant de Toei pacing. Ainsi, plutôt que juste linéairement réagir à chaque propos dans leur ordre d'apparition dans la vidéo, ça je le ferai en live le 27 février à 21h sur twitch.tv/ericmoderne, je vais surtout trier et adresser sur le fond les observations et arguments qui ont vraisemblablement bien énervé les gens. On va voir s'ils sont justifiés ou s'il y a des raisons de s'indigner. Toutefois, message important, même si j'en viens à exprimer des opinions défavorables à l'égard de Brendan Blaber, il s'agit de critiquer ici une critique, pas créer du drama ou une dispute avec un autre vidéaste. Je décourage donc fortement quiconque regardant cette vidéo de l'attaquer ou le harceler de quelque façon que ce soit. Merci. Numéro 1. Les fruits du démon sont redondants. People on the Grand Line have the power of devil fruits, fueled by the dreams of what humanity could be. I want to wear someone like a jacket. I want to squeeze a person until milk comes out. I hope nobody notices we have the exact same powers. There are dozens of devil fruits, each with different powers that make them all distinct. Asterisk. Les 4 personnages qu'on voit ici ont effectivement des pouvoirs thématiquement en lien avec la terre et les minéraux, mais qui fonctionnent de façon très différente. En bas à droite, vous avez Pika, qui peut fusionner avec de la roche, se déplacer dedans et devenir un homme de pierre, lui permettant parfois de faire un avec de grosses formations rocheuses pour devenir un genre de golem géant. En haut à gauche, vous avez Pizarro, dont le pouvoir est de fusionner et contrôler l'entièreté d'une île. Ça veut dire qu'il peut aussi faire des gros coups de poing en cailloux comme Pika, mais il devient pas juste de la roche, il devient l'île en elle-même. Il peut contrôler l'entièreté de son environnement et sentir tout ce qui s'y passe comme si on marchait sur son corps. Il devient en fait pratiquement un dieu omniscient dans les limites de son île. Au haut à droite, vous avez Grus, quelqu'un qui a le pouvoir de générer précisément de l'argile, qu'il utilise pour fabriquer des objets et des poupées vivantes. Voilà, zéro ressemblance avec le reste. Et en bas à gauche, c'est Morley, qui a le pouvoir de manipuler le sol comme si c'était de la pâte à modeler pour faire des vagues, des murs ou creuser dedans. Donc c'est très vaguement comme l'argile de Grus, sauf que c'est pas de l'argile et il s'en sert pas pareil. Il y a un argument à faire sur le fait que pas mal de pouvoirs du fruit du démon sont un peu dérivatifs les uns des autres. Il y a le mec qui fait du feu, qui brûle, le mec qui fait de la lave, qui brûle, le mec qui génère de la chaleur comme un four.
et donc qui brûle. Ce mec fait de la cire aussi solide que l'acier. Ce mec crée des lames avec son corps, le rendant dur comme l'acier. Ce mec a une carapace de tortue, résistant comme l'acier. Ce mec est fait de diamants, donc plus dur que l'acier. Et vous pouvez me répondre qu'au-delà de brûler, le feu et la lave n'ont pas les mêmes propriétés physiques. Vous pouvez me dire qu'évidemment, les 4 fruits que j'ai cités à l'instant ont des tonnes de différences évidentes et applications potentielles au-delà d'être très résistants. On peut même discuter de l'idée qu'un auteur peut revenir sur un concept qu'il a déjà exploré en lui rajoutant de nouvelles idées ou en créant une variation autour du même thème. Et ce serait le début d'un débat potentiellement intéressant. Mais là, c'est pas possible parce qu'un monsieur parle super vite à travers des marionnettes en PNG en disant de façon catégorique « On a exactement les mêmes pouvoirs !» Prenant pour exemple un mec en pierre, une île vivante, un sculpteur d'argile et un mec qui bouge le sol. Comme quoi, quand on se concentre sur la ressemblance de surface, on loupe l'océan de différence en dessous. Vous allez me dire que c'est pour la blague, et oui, dans l'humour, si on veut faire une punchline impactante, c'est bien d'être rapide. Mais quand on est trop rapide, on ne peut pas aller dans les détails, donc d'une certaine façon, on généralise. Et trop généraliser, c'est risquer de véhiculer des informations inexactes, ce qu'on n'a pas trop besoin en ce moment sur Internet. Et en parlant généralisé, point 2, le souci avec les combats. Suivant son segment sur les fruits du démon, Blabber déplore qu'en dépit de la supposée créativité et variété des super-pouvoirs dans le monde de One Piece, la plupart des combats se résument à juste 2 mecs qui se tapent dessus jusqu'à ce que l'un tombe. With such varied powers, Old Peas is pretty wacky! Which is to say, most fights are just 2 people whacking each other until one of them decides to fall down. Clairement le genre d'observation clairvoyante de la part de quelqu'un qui a 12 ans d'expérience sur YouTube. C'est pas une observation, c'est pas un argument, c'est une description de rien. Évidemment, quand on généralise et qu'on prend une voix de bébé, n'importe quel truc normal a l'air idiot. On sait que le monsieur, il a des problèmes avec sa perception de lui-même parce qu'il se regarde de façon sinistre dans un miroir. Ça s'appelle de la mise en scène. Waouh, merci beaucoup. J'ai juste pas compris à quel moment c'était mal de faire ça. Ça va de quoi après? Les films de Bruce Lee, c'est mid parce que c'est juste 2 mecs qui se tapent dessus jusqu'à ce que l'un tombe. C'est juste la définition d'un combat en fait. Je pense que la vraie critique de Blabber, c'est plus j'aurais aimé que les super pouvoirs farfelus des personnages soient utilisés de façon plus surprenante et tactique, comme dans JoJo's Bizarre Adventure. Et il a le droit de préférer ce style de combat, c'est juste une question de goût. Je dis ça parce qu'après, il a fait une comparaison avec Usopp, qui effectivement a des combats plus tactiques. Comme c'est juste un être humain normal contre des gens extraordinaires, il doit utiliser des astuces, des subterfuges, du bluff et des gadgets pour gagner. I swear some of these are good. Him and Usopp are a Robin fight. Mais l'intérêt profond des combats de Usopp, c'est de voir un menteur, faiblard, affronter plus fort que lui, prendre peur, être puni pour sa lâcheté, puis éventuellement gagner grâce à son cerveau, l'amenant à franchir un pas de plus pour devenir le brave guerrier des mers qu'il rêve d'être. C'est son parcours, sa structure. Et le truc, c'est que Luffy et ses copains ont pour la plupart aussi une structure narrative, une formule donnant une personnalité distincte à chaque combat. Sanji est un homme de principe qui se bat souvent contre des ennemis fourbes, essayant de l'attaquer en traître, mais avec son astuce, il contrecarre leurs coups bas avant d'ensuite les dominer physiquement. Franky est un gros robot en métal avec une certaine idée de la virilité, donc il préfère des affrontements extrêmement frontaux, basés sur l'endurance et un gros arsenal. Zoro doit progresser pour devenir le meilleur maître épéiste, donc ses adversaires sont tous des étapes pour apprendre à dépasser les limites de son art, comme couper du métal, attaquer à distance, trancher des objets géant ou donner littéralement sa vie à son épée. Un combat, c'est pas juste un combat, c'est une histoire qui se raconte, c'est de la dramaturgie, c'est une relation entre 2 personnages aux croyances opposées, c'est des thèmes mis en place avec des symboles et des métaphores développant un discours avec des conclusions. Et pour Luffy, c'est pareil. Thématiquement, ses ennemis sont soit des pirates voulant être rois par des moyens détournés, soit des brutes oppressives entravant la liberté d'autrui, voire les deux. Ce qui tombe bien parce qu'il valorise les principes de sincérité, de liberté et volonté personnelle. Ces ennemis peuvent être insaisissables comme le sable, des désastres vivants comme un dragon, ou des prédateurs assoiffés de sang comme des léopards, mais ça n'a aucune importance parce que Luffy est en caoutchouc. On peut le tabasser, l'écraser, le piétiner, peu importe, il reprend toujours sa forme initiale sans laisser de traces. Le caoutchouc renvoie une image plus ridicule et moins intimidante qu'un dragon ou un léopard, mais c'est une matière amusante, ludique, versatile, souple et étrangement résistante, qui apporte le sourire aux enfants et leur rappelle la joie procurée par un jouet ou un héros métamorphe de cartoon.
Je sais pas, je trouve que ça fait chaud au cœur hein, de voir la souffrance, de la tyrannie, ployée devant la volonté d'un homme, composé de la même matière qu'un nez de clown. Et puis, en plus du drame, on peut aussi admirer un combat pour son aspect spectaculaire, ses chorégraphies, la qualité de sa mise en scène, ou mise en case dans le cas d'un manga. On peut aussi faire preuve de créativité dans un combat sans forcément être tactique, juste en montrant un personnage utiliser ses pouvoirs de façon amusante et over the top. Dans sa petite mise en scène, Blabber montre un combat entre Luffy et Rob Lucci comme exemple de juste des mecs qui se tapent dessus jusqu'à ce que l'un tombe. Est-ce qu'on a vu le même combat? C'est là que Luffy a le plus progressé en termes d'application pertinente de ses pouvoirs avec ses transformations Gear 2 et Gear 3. C'est là qu'il a découvert que ses artères étaient aussi en caoutchouc, donc pourquoi pas en profiter pour augmenter sa pression sanguine afin de se doper pour se rendre plus fort. C'est là qu'il a découvert que ses os aussi étaient en caoutchouc, donc pourquoi pas les gonfler comme un ballon afin de rendre ses membres gigantesques. C'est là qu'on a des visuels parmi les plus iconiques de l'histoire de ce manga, comme Luffy en Gear 2 accroupi, fumant comme une locomotive, ou ce plan ultra éloigné de son point géant en Gear 3 qui explose un immeuble, créant un rapport d'échelle titanesque. Et je veux pas spoiler les gens qui sont pas encore rendus à ce stade de l'histoire, mais une fois que Luffy arrive au stade Gear 5, les combats deviennent encore plus visuellement stimulants et délirants, avec Luffy qui sort des trucs abracadabrants de son chapeau pour se battre. Encore une fois, c'était vraiment pas un bon exemple, et ça montre qu'en allant trop vite pour de la black punchy, on reste en surface, on généralise trop, on montre peu d'intérêt pour d'autres aspects narratifs, et on raconte n'importe quoi. Une erreur que Blabber va reproduire avec... Point numéro 3, des histoires répétitives aux enjeux artificiels. Blabber se plaint que les moments d'aventure dans One Piece ne sont pas aussi bien que les moments de thriller espionnage et que l'auteur devrait faire que ça. Come aboard and bring a long chapter count for the biggest serialized adventure manga in history, only to find that the adventure stories aren't as good as the thriller and espionage ones, and the author should probably just be writing that. Pour citer un autre homme en peignoir beaucoup plus cool que moi... Well, you know, that's just like... Your opinion, man. Je sais pas, moi j'adore ces moments de One Piece où tu découvres une nouvelle île, tu admires ses environnements insolites et exotiques, son style architectural, tu as un entreaperçu de la vie de ses habitants, tu fais connaissance avec des peuples inconnus, tu t'immerges dans leur culture et tu constates comment leur technologie fonctionne et influe sur leur quotidien. Ça réveille mon sens enfantin de l'émerveillement tout ça. Moi aussi je veux un coquillage qui peut stocker du feu ou du son, faire des courses en toboggan aquatique ou faire du vélo sur une bulle de sève. J'aurais trouvé plus de poésie en regardant la pluie, si on m'avait expliqué plus jeune qu'elle venait de la trompe d'un éléphant géant, se lavant le dos sur lequel nous avons bâti notre civilisation. On dirait une légende ancienne qu'un chaman raconte aux enfants pour expliquer l'origine de l'univers ou que la planète est vivante et qu'il faut vivre en harmonie, un truc du genre. L'aspect aventure est justement là pour créer du contraste renforçant les intrigues à base de suspense, espionnage et compagnie. L'éclat de l'aventure fait ressortir les ténèbres du thriller. Il faut d'abord aimer un pays et son peuple avant de craindre qu'un complot le mette en péril. Si t'aimes pas autant l'aventure dans One Piece que ses autres aspects, je suis désolé, mais c'est l'équivalent littéraire de juste manger la croûte des pizzas parce que la tomate et le fromage ça t'emmerde, hein. C'est peut-être pas la faute du pizzaiolo, hein, juste change de plat, bouffe du graissin, j'en sais rien. Y a trop de bouffe chinoise dans ce resto chinois, où sont les nuggets? Pour vous dire que c'est une opinion pas populaire chez les fans de One Piece, une des vidéos les plus aimées de la communauté c'était The Breathtaking World of One Piece, un montage montrant différents lieux du monde de One Piece avec un côté documentaire National Geographic ou spot touristique en mode visiter ce monde merveilleux de beauté et d'exotisme. La vidéo n'existe plus parce que le département juridique de Toei Animation date de l'âge de bronze, mais vous pouvez voir les gens s'émerveiller à travers la pléthore de vidéos de réaction témoignant de son existence, sa popularité et son efficacité. Mais vous voyez, cette histoire d'aventure, c'est pas le truc le plus énervant que Blabber y dit, car juste après, il affirme que tous les arcs scénaristiques dans One Piece, c'est juste taper un méchant monsieur pour empêcher une catastrophe naturelle de détruire une île. Tous. Revel in excitement and watch as Lucy has to punch the bad man in order to stop the natural disaster from crashing down and destroying an island that's shaped like a circle. This is every single arc. Clairement, le genre d'observation clairvoyante de la part de quelqu'un, c'est exactement le même problème que pour l'argument sur les combats. Tellement généraliser un truc qu'on se retrouve qu'avec la base. Et forcément, ça a l'air basique, vu que c'est qu'une base. Dragon Ball Z, tous les arcs, c'est empêcher un méchant de détruire le monde en s'entraînant très fort et en le tuant avec un laser qui sort des mains. Mission Impossible, c'est tous les films, c'est Tom Cruise qui court derrière des terroristes pour empêcher une bombe de tout péter. Le Parrain, tous les films, c'est un mafieux qui engage des types pour tuer un mec pendant qu'il va à un mariage ou un baptême. Vous voyez, tout a l'air inintéressant quand vous résumez tout comme ça. Ce serait très facile de faire les pointilleux et d'indiquer
chaque différence entre chaque arc pour contredire l'argument de Blabber. Genre, non, c'est pas vrai, dans la saga d'East Blue, au début du manga, y a pas de grosse catastrophe. Dans Enies Lobby, ils empêchent pas une catastrophe, ils s'échappent d'une attaque navale. Et dans l'île des hommes poissons, c'est pas une catastrophe naturelle, c'est un bateau géant balancé par un poisson pointeur. Et dans Longing Longland, ils jouent juste à Mario Party. Mais ce serait prendre la remarque trop au pied de la lettre. Quand on voit la blague incompréhensible qu'il fait juste après à propos de mettre des îles et des mecs en feu parce qu'ils viennent de la jungle, j'expliquerai plus tard, on a tout le contexte pour comprendre la vraie remarque. Beaucoup d'arcs de One Piece, pas tous, ont une structure scénaristique très similaire. Il s'agit par moments de renverser un despote ou vaincre une figure d'autorité qui menace un pays ou le monde grâce à un outil lui permettant de causer des destructions massives, parce que ça permet de faire des gros climax épiques pour retenir l'attention des enfants. Mais comme la série dure longtemps, l'auteur doit trouver de nouvelles façons de plus en plus spectaculaires de créer un sentiment d'urgence et d'enjeu. Au début, c'était juste des petits trucs genre « Attention Luffy, des gros pieux !» Mais on a vite changé d'ordre d'échelle. Une grosse bombe, un rayon électrique géant, un gaz toxique pétrifiant, un gros bateau, une grosse cage qui rase tout un pays, ou un gros crâne qui va écraser la capitale. Et pour Blabber, cette tentative d'escalader constamment les enjeux, je suppose que c'est peut-être trop éculé et artificiel à son goût. The stakes still aren't high enough! Quick, hit him with a poison that doesn't work! Mais une structure ne reste qu'une structure, c'est un squelette d'histoire. Où est le sang? Où est la viande? Une église, c'est juste un truc carré avec un truc triangle dessus, mais faut parler des gargouilles, des moulures, des vitrailles et des colonnes au bout d'un moment. Les enjeux externes comme une bombe ou un autre désastre, c'est pour le drame, c'est pour le spectacle, c'est pour créer une force extérieure qui fait bouger l'action et les personnages et mettre en place un compte à rebours afin de situer la dite action dans le temps. Mais ce qui importe le plus, c'est l'exécution des enjeux internes. Ce qui compte vraiment dans l'arc Skypiea, c'est pas la foudre ou le laser géant, c'est la réconciliation et l'entraide entre deux ethnies se faisant une guerre de territoire, réparer des injustices datant de plusieurs siècles et offrir réparation à un peuple indigène qui a été colonisé. L'important dans l'île des hommes poissons, que Blabber qualifie de merdique dans son gag, c'est pas le gros bateau qui va tomber, mais que face à un désastre, un peuple craintif du monde extérieur à cause de siècles de racisme décide de mettre leur peur et haine de côté pour faire face à la catastrophe et réécrire leur histoire. C'est l'histoire d'une princesse dotée d'un immense pouvoir qui doit affronter le deuil de sa mère et sa peur de l'extérieur pour révéler sa vraie force intérieure. C'est deux hommes de races différentes qui partagent le même sang. Le gaz dans Pug Hazard, c'est le moment pour des hors-la-loi et représentants de la loi de comprendre qu'ils sont en fait très proches moralement. C'est l'histoire de forces occultes, mafias, pirates et agences gouvernementales qui, main dans la main, détournent les progrès de la science à des fins néfastes, n'hésitant pas à utiliser des enfants comme des cobayes pour des expériences inhumaines. Et puis ils sont mignons les gosses. Hein, j'ai pas envie qu'ils crèvent. Moi, je trouve ça cool qu'un auteur puisse parler de sujets émotionnels et sociaux pas très faciles de façon accessible aux plus grands, mais surtout aux plus petits. One Piece est avant tout une série sur l'émerveillement, l'aventure, l'amitié et la liberté, mais son ton globalement optimiste ne l'empêche pas de parler de sujets graves comme le racisme, le génocide ou la propagande révisionniste, dans un cadre plus sécurisé. C'est le propre des contes de fées et des histoires fantastiques d'aborder des sujets hoches tout en étant accueillant et abordable, quitte à mettre des structures simples. C'est une petite fille, elle va dans les bois, il y a un loup. C'est un monsieur, un méchant veut tout péter, il le bat. Le premier est tout aussi con que l'autre, et c'est pourtant l'une des histoires les plus connues du monde. Ceci dit, plus tard, Blabber aborde, malheureusement toujours de façon désagréable, un point quand même pertinent sur lequel les fans de One Piece débattent, le manque de conséquences mortelles. This is a very serious emotional story. But we don't want you to be sad when you read it. Remember, at the end of the day, there are no consequences to anything. Hit this bird with a nuke, he'll be fine. Put a bandage on him, he'll be fine. C'est vrai que Oda a trop tendance à faire genre qu'un personnage est mort, oh là là, on est triste, on pleure, mais en fait non. Il a survécu de façon improbable, happy end, youpi. Un youtubeur One Piece anglophone connu, Morge, a fait toute une vidéo qui explique en quoi c'est selon lui le principal défaut d'un manga pourtant magistral. Qu'on croit brièvement que quelqu'un est mort de façon soudaine sans s'y attarder 3000 ans, et qu'en fait il revient, bon ça va. Mais quand plusieurs fois on s'attarde bien sur la tragédie de l'instant avec une scène de flashback mélancolique, un monologue sur le sacrifice de soi, des pleurs, des cris, un décor apocalyptique et tout, et que le perso revient quand même, ça donne l'impression que la mort n'a plus de sens, que l'auteur veut juste jouer avec les émotions sans assumer les conséquences à long terme, et que Osef, de la prochaine scène de mort, il y a 50% de chances que le perso survive. Donc on passe en mode sceptique blasé. Source,
les fans de comics de super-héros. Ceci dit, même si l'argument tient très bien la route, on peut le tempérer un peu. Don Bluth, un réalisateur très estimé de films d'animation comme Le Petit Dinosaure ou Fievel et le Nouveau Monde, n'a aucun scrupule à balancer dans la gueule des gosses des scènes effrayantes et stressantes et aborder des thèmes un peu durs tout en garantissant une happy end. Pour lui, je paraphrase, on apprécie mieux mai après avoir traversé des sombres. On apprécie mieux la lumière une fois qu'on a été dans les ténèbres. Une happy end, ça fait passer la pilule, ça rassure les parents, mais l'important, c'est, une fois l'histoire finie, qu'est-ce que j'emporte avec moi? Qu'est-ce que j'ai appris? Suis-je devenu une meilleure personne après avoir vu le film, ou ici, l'animé ou manga? Et je pense que les auteurs d'histoires se permettent des fois d'être un peu filous, parce qu'à la fin, ce qu'on va retenir de plus important, c'est l'émotion du moment, la morale, le message. Est-ce qu'annuler une mort plus tard rend moins vraie l'émotion sur le moment? Pas toujours. Est-ce que ça nous arrive de pardonner un subterfuge parce qu'au final, on nous a offert un joli moment émotionnel et un message marquant en cadeau? Parfois. Est-ce que c'est pas un peu vouloir le beurre et l'argent du beurre? Oui, mais est-ce si grave? L'art, en mon sens, c'est un mélange de règles et de cas par cas, de logique interne, mais aussi de dialogue émotionnel avec son lecteur ou spectateur. Je suis pas là pour vous donner une réponse facile et toute faite, je peux juste vous offrir le paradoxe de mon ressenti. Et tout art est paradoxal. On sait qu'un personnage, c'est juste un personnage, il n'existe pas, c'est de l'encre ou une photo, mais pendant un seul instant situé entre 15 minutes et toute votre vie, il a l'air d'exister pour de vrai. On pleure pour lui, on rit pour lui, on est investi pour son bien-être. Parfois même, l'auteur se met sincèrement à s'attacher à ses personnages comme à ses enfants, ou vit avec le sentiment qu'ils sont vivants et autonomes en quelque sorte dans sa tête. Robert E. Howard, l'auteur de Conan le Barbare, a déclaré dans une lettre que Conan et ses histoires sont apparus à lui sans effort dans son esprit et qu'il avait parfois l'impression de simplement retranscrire les événements de la vie de ce héros. Il y a un film que j'aime bien qui s'appelle Harold Creek, qui parle d'un personnage de roman qui en fait existe dans la vraie vie, avec l'autrice qui narre sa vie au fur et à mesure qu'elle l'écrit. Mais le truc, c'est que pour que son histoire soit un chef-d'œuvre intemporel, poignant, à la portée significative, Harold doit mourir à la fin. Sauf que Harold existe. S'il meurt dans le livre, il meurt dans la vraie vie. Harold Art Online. Du coup, on est partagé. C'est quoi le plus important? Une mort symbolique qui résonnera au fond de notre âme, ou laisser Harold vivre par la simple vertu qu'il importe pour nous? Je finirai en disant, sans trop spoiler, que One Piece nous a montré des personnages mourir de façon absolument définitive, en dehors de flashbacks, et dont l'impact de leur décès a eu des ramifications énormes, non seulement dans le cœur d'autres personnages, mais aussi sur la situation géopolitique du monde de One Piece lui-même. Et puis on peut aussi créer des événements dramatiques aux conséquences poignantes et impactantes en dehors de tuer un perso. Ça peut être une découverte scientifique, la dissolution ou création d'une force armée, ou l'empoisonnement ou les persécutions d'un peuple. Sans transition. Point 3B. Il vient de la jungle. He's on fire! He must be from the jungle! What? Whoa! You didn't tell me our boat was from the jungle! And guess what, baby? He's from the jungle! Ça vous fait rire, ça? Oui, un peu. Vraiment? Eh bien, expliquez-nous. Pourquoi est-ce que c'est drôle? Voici Pearl. C'est un méchant pirate très mineur qui se bat au début du manga contre Sanji. Il a longtemps vécu dans la jungle et ça l'a traumatisé. À un moment, un autre pirate Osef de son équipage dit que quand il se sent en grave danger, Pearl utilise du feu pour se battre, car à l'époque, c'est comme ça qu'il se protégeait des animaux sauvages de la jungle. Voilà, c'est tout! Un être humain normal se dirait « Ah oui, d'accord, c'est vrai que le feu, ça fait peur aux animaux, c'est bien connu. » Mais je sais pas, pour Blabber, c'est un moment absolument incongru, méritant d'être sujet à un ridicule impitoyable. Peut-être que sa blague sur la jungle est encore une critique furtive d'Oda, qui a eu l'outrecuidance, l'audace, d'utiliser parfois des trucs en feu pour un effet dramatique. Scandaleux, je suppose. Ou peut-être qu'il n'a pas été très attentif à l'aspect anodin de cette remarque et qu'il pense que l'auteur, Oda, ne sait pas écrire des dialogues normaux. Peut-être qu'en fait, c'était juste une private joke entre lui et ses potes de son podcast et qu'à chaque fois qu'il voit un personnage utiliser du feu pour une attaque spéciale ou autre, il le pointe du doigt en s'écriant avec une joie suffisante « Haha, il utilise du feu, il va venir de la jungle !» Les néophytes de One Piece sont dans le brouillard. Ça lui arrive de pas être aussi attentif qu'il le croit et de critiquer de façon catégorique quand même. Dans ce gag, il prétend que Oda, lors d'une réponse au courrier d'un lecteur, s'est gouré en disant qu'un personnage a dérivé sur le Calm Belt. Ce qui est improbable vu que c'est une mer sans aucun vent et remplie de monstres. Gag / critique tellement obscur qu'il a été obligé de s'expliquer sur Twitter en disant que c'est une référence à une vraie réponse qu'il a donnée concernant un personnage qui s'appelle Beppo. Sauf que Blabber s'est mal souvenu, Beppo n'a jamais dérivé sur le Calm Belt. Double tir dans le pied.
Mais encore une fois, je ne peux pas être sûr de son raisonnement, je suis pas télépathe, mais ça a vraiment la vibe d'une blague ultra référentielle où il faut vraiment avoir beaucoup de complicité avec le vidéaste pour en rire par effet de répétition. Ou te souvenir d'un dialogue exact d'un chapitre de manga sorti en 1998. D'ailleurs, même Blabber s'en souvient mal. Mais en fin de compte, nique la télépathie, nique le raisonnement, beaucoup de mes suppositions sont confirmées par des posts Discord de Blabber et ses potes qu'ils ont partagés en bonus Patreon. Et oui, comme je le disais, ils avaient un délire perso avec la jungle à chaque fois qu'il y avait du feu. On a aussi des explications pour d'autres gags incompréhensibles, genre cette remarque sur les conquêtes romantiques de Nami. Nami is a cat burglar who gets more pussy than the rest of the crew combined. C'est parce qu'en fait la bande à Blabber aimait imaginer pour rire que Nami est lesbienne, car elle a une bonne alchimie avec plein d'autres persos féminins. D'accord, en fait j'avais pas compris que je devais faire mes devoirs pour comprendre cette vidéo. En fait, Blabber a fait une vidéo juste pour lui, ses deux potes et ses donateurs Patreon. Tout s'explique. C'est un peu le même inconvénient que le Nostalgia Critique. Il va faire un gag de répétition ou une référence à un vieux film dans une vidéo de 2009, puis le refaire des années plus tard sans expliquer le contexte initial. Si tu regardes ces vidéos depuis ses débuts, ça peut être un clin d'œil amusant qui récompense la fidélité, mais si c'est la première vidéo de lui que tu vois de ta vie et que tu t'attends à une critique normale, tu vas juste rien comprendre. Timing! Of course! Big lipped alligator moment! He's from the jungle! Ah, maintenant qu'on s'est bien bidonné, revenons aux choses sérieuses. Point 4. Personnage inutile, plus y'en a trop, plus elle, plus ratio, plus Frankie. Sorry, I guess that's all the time we have. Marketable plushie, fish, bones, the rest. Je vais pas parler en détail de ces blagues sur Zoro qui serait sexiste, sur Sanji qui aurait un comportement d'obsédé répugnant avec les femmes, ou qu'il met de côté presque la moitié de l'équipage, en particulier Frankie qu'il a fait exprès de planquer dans sa vidéo, car c'est selon lui un personnage qui n'a plus d'impact sur l'histoire. Dans la description de sa vidéo, il dit « Avez-vous remarqué, Frankie est totalement absent de la vidéo et ça n'a eu aucun impact, comme son impact sur l'histoire après avoir rejoint l'équipage. » Oui, Blabber. The rest. Main the mizzen mask, main cast, where most of them are so mid, the rest. What, no Frankie? Just forgot all about Frankie, did we? The rest. Where the f*** is Frankie? Beaucoup de gens l'ont remarqué, Blabber. Il y a des vrais débats entre les fans sur le fait que certains persos sont parfois moins utilisés que d'autres, ou que certains ont des défauts plus ou moins gênants en dépit des moments cool. C'est juste que pour la 100e fois, il généralise jusqu'à la déformation, et il faut être un méga fan pour comprendre les nuances derrière les blagues, ce qui est un peu ennuyeux pour une série qui pourrait se traduire en français par « En gros, c'est basiquement ça ». La série aurait dû plutôt s'appeler « J'explique volontairement mal une fiction », un format humoristique qui d'ailleurs existe, vise plus précisément les gens qui connaissent déjà la production originale, n'a pas vocation à changer leur opinion, et que Blabber a déjà fait d'ailleurs. Mais si vous êtes un simple passant ou un total néophyte, il y a d'énormes chances pour que les opinions catégoriques de Blabber déguisées en blague soient votre première impression d'une œuvre. Vous allez comprendre moins de 50% de ce qu'il raconte et vous n'aurez aucune nuance, mais les animations sont jolies et le monsieur a une voix rigolote, donc oui, on suppose que One Piece est un manga répétitif, que Sanji n'est rien d'autre qu'un pervers, ou que Frankie sert à rien. Comme beaucoup de gens supposaient en regardant ces vidéos que Mabel de Gravity Falls, une gamine de 13 ans, est une abjecte égoïste qui a l'audace de ne pas toujours agir logiquement. Ou que le seul intérêt d'Adventure Time, c'est les épisodes réalisés par Rebecca Sugar. Si vous voulez me voir parler des détails, encore une fois, je ferai un live sur twitch.tv/moderne le 27 février à 21h, où je réagirai à la vidéo et aborderai chaque point au fur et à mesure, plus en profondeur. Quand vous écrivez une histoire, on vous conseille souvent de faire plus avec moins. Less is more. Beaucoup d'histoires d'action et d'aventure à succès se contentent généralement d'un ensemble de 3 à 5 héros. Pensez à Avatar, le dernier maître de l'air, Harry Potter ou... je sais pas, les Power Rangers, disons. Après, rien ne vous interdit d'avoir une dizaine de héros. Le Seigneur des Anneaux y arrive très bien, en prenant le temps pour ses personnages de respirer, partager quelques instants intimes lors des moments de calme, ou montrer leur esprit d'équipe et leur réaction face à l'adversité pendant l'action. Aussi, ils passent beaucoup de temps à se séparer avant de se retrouver, laissant les personnages se développer chacun de leur côté en plusieurs sous-groupes. Tout ça, c'est des tactiques que One Piece utilise d'ailleurs. Toujours dans la catégorie Less is More, on vous conseille souvent d'être efficace, de ne pas faire dans le superflu, d'alléger l'intrigue pour plus de fluidité et d'éviter les redondances. Pourquoi par exemple avoir 3 ou 4 méchants quand on peut en avoir juste 1 ou 2 ? Mon exemple préféré, c'est l'adaptation de Tintin et le secret de la licorne par Steven Spielberg. Le film reprend l'intrigue de la BD du même nom avec des éléments des albums Le Crabe aux Passes d'Or et Le Trésor de Rocable Rouge.
Au lieu d'avoir Saccharine et les frères Loiseau, 3 mecs différents qui veulent choper une maquette de bateau, on les fusionne en un seul méchant, Super Saccharine, qui devient l'ennemi juré du capitaine Haddock et le descendant du rival de son ancêtre, le pirate Rackham le Rouge. Donc non seulement là, t'as réussi à fusionner 3 personnages, mais en plus tu lui donnes un rapport plus personnel et symbolique avec tes héros. Bien joué. Bon, après, quand on mélange en un film les idées et personnages d'au moins 3 BD, faut changer pas mal l'histoire pour que ça rentre, quitte à quasiment tout réinventer. Mais voilà. Sauf qu'à un moment, Blabber critique One Piece en disant que c'est boursouflé de personnages inutiles dont la présence ne change rien à l'histoire. Plein de mini-Frankie dont l'absence serait sans impact, que Blabber a choisi pour des raisons arbitraires et se font dégommer dans un peloton d'exécution. On pourrait refaire One Piece exactement pareil sans eux. I'm sure all of these guys are absolutely essential. How many of them could you possibly cut while telling the same story? Wow! Oh, that's at least 5 of them. Déjà, quels sont les critères magiques de Brendan Blabber? Quelles sont les lois écrites décidant quel personnage a le droit de vivre ou non? Tout ce qu'on peut faire en tant que simple mortel, c'est d'interpréter comme on peut les textes occultes de l'Apocalypse par Saint-Gelo. Basé sur mon simple instinct, les blagues de sa vidéo et les extraits de ses posts Discord, on peut diviser, à mon humble avis, les personnages qu'il trouve dispensables en 3 catégories. Numéro 1, les personnages qui ne contribuent pas directement à l'intrigue. Numéro 2, les personnages que Blabber trouve moches et cons. Et numéro 3, les personnages que Blabber, juste déteste. Gaimon, il a une petite histoire autosuffisante et charmante sur le fait d'attendre 20 ans pour la vérité sur un trésor qui n'existe peut-être pas, faisant un parallèle avec l'ensemble du manga. Mais il fait pas avancer l'intrigue, donc case 1. Pearl, haha, il est en feu, il vient de la jungle, case 2. Gonbei et Tyrannosaure, c'est des animaux de compagnie rigolos et inoffensifs, servant d'accessoires comiques à d'autres personnages et n'ont aucun impact négatif sur l'histoire. Absolument intolérable, 1 ou 2. Minotaurus, le puissant gardien de prison qui avait l'air effrayant au début, mais en fait non. Quel bon humour! En plus, il introduit le concept d'éveil du fruit du démon, montrant qu'un stade supérieur existe pour ses pouvoirs. Mais il est moche, donc 2. And then there's furries, but they're ugly. La majorité de la flotte de Barbe Blanche, un des plus grands pirates du monde, littéralement qualifié d'empereur des mers, des personnages secondaires et tertiaires remplissant parfaitement bien leur fonction de rendre un personnage principal plus imposant et crédible, des personnages qui contribuent au thème de Barbe Blanche qu'un homme peut avoir une très grande famille, même sans lien du sang. Il devrait en avoir moins, hein. Case 1. Reiju, c'est la seule personne dans la famille ultra abusive d'un des héros principaux à avoir été gentil avec lui et qui l'a aidé à s'échapper de sa maltraitance. Elle l'a même encouragé à poursuivre ses rêves et devenir sa propre personne. Mais c'est un personnage sexy et comme on le voit, Blabber et ses potes n'aiment pas quand les meufs sont sexualisées dans One Piece, donc 3. Absalom! Ok, en vrai, il est nul à chier, je suis d'accord, je comprends la haine, je trouve que c'est un agresseur sexuel pas drôle, donc 3. Même s'il contribue à l'ambiance horrifique et que c'est une référence à l'homme invisible, une figure classique de l'horreur qui est infâme avec les femmes. Et puis il y a son rapport avec Lola, qui devient un personnage impactant plus tard, puis il y a les ramifications derrière sa mort et son fruit du démon, et... désolé, je le trouve naze, mais il sert à quelque chose, vous voyez mon souci? Par contre, il a estimé que Stelly, personnage de bouffon pathétique rigolo, avait le droit de rester. Vous savez, le personnage dont il a fait la voix... marrant. Pour revenir à ce que je disais à propos d'être économe en personnage, quand vous devenez un auteur confirmé et expérimenté, vous pouvez vous permettre parfois de briser ou jouer avec les règles. Déjà, quand vous écrivez une histoire qui va durer encore 200 ans, certains personnages qui semblent inutiles aujourd'hui auront peut-être plus d'importance demain ou l'an prochain. Mais surtout, un personnage n'est pas juste un véhicule pour avancer une intrigue. Quand vous avez la chance unique de l'auteur Eiichiro Oda d'avoir tout le temps du monde pour écrire votre histoire sur un format fleuve, qui plus est une histoire d'aventure et fantaisie parlant d'explorer des mondes merveilleux et féeriques, vous avez donc le temps de justement rendre votre monde plus vivant et plus grand. Comment? Avec des personnages qui existent pour habiter ce monde, le rendre plus vraisemblable, créer de l'ambiance, de l'humour, justifier des processus d'arrière-plan, ou qui existent pour eux-mêmes, pour vivre leur propre petite histoire à côté de l'intrigue, la grande histoire principale. Vous pouvez même avoir plein de petites histoires. Plein de gens confondent histoire avec intrigue ou scénario, une erreur courante. Plusieurs théories narratives vous diront qu'une histoire c'est composé de 5 éléments.
L'intrigue qui désigne l'ordre, l'enchaînement des événements racontés dans l'histoire? Le cadre désignant le monde où et quand se passent les événements de l'histoire? Les personnages, les gens qui habitent dans le monde de votre histoire et font avancer l'action? Le conflit, les problèmes et obstacles qui génèrent le drame et que les personnages doivent franchir? Et enfin, le thème, les grandes idées au centre de l'histoire, les messages, symboles et réflexions qui lui donnent de la signification. Et je peux vous garantir que même si plein de personnages de One Piece ne contribuent pas à l'intrigue principale, soit ils contribuent à une petite sous-intrigue, soit ils font partie d'une mini-histoire, soit ils font des blagues sans emmerder personne, ou ils servent tout simplement à rendre le monde plus vivant, crédible, grand, intéressant et signifiant en contribuant au cadre, au conflit et surtout au thème, montrant que le monde ne tourne pas seulement autour de Luffy et ses amis. Du coup, non. En enlevant la majeure partie de ces personnages, on peut avoir une intrigue similaire, plus fluide, mais globalement, on n'a plus tout à fait la même histoire. La preuve, la version Netflix de One Piece a effacé ou résumé à de courtes apparitions plein de personnages que Blabber a estimés comme essentiels au manga, mais pourtant on a une histoire assez similaire qui tient correctement la route. Mais similaire, ça ne veut pas dire identique. One Piece Netflix n'est pas un remplacement du manga, encore moins la version idéale de One Piece que Brendan Blabber a inventé dans sa tête. Pour finir de rendre cet argument plus crédible, je reviens vers le Seigneur des Anneaux pour sortir la carte ultime, Tom Bombadil. Tom Bombadil est un personnage remarquablement connu pour ne pas du tout être présent dans les adaptations en film de Peter Jackson. C'est un être immortel et surpuissant qui existait bien avant la Terre du Milieu, potentiellement un dieu, insensible au pouvoir corrupteur de Sauron et l'anneau unique. Et c'est aussi un espèce d'homme farfadé, jovial et bizarre qui vit dans la forêt, parle en rime et se sape comme un nain de jardin de luxe. Même à côté de Merry, Pipin et Gimli qui picolent, il fait quand même un peu trop léger pour des films quand même très sérieux et épiques. Il arrive un peu comme une anomalie, on est dans ce monde très sérieux, en proie à des guerres entre les hommes libres et les forces du mal, un monde divisé devant s'unir contre la tyrannie d'un être démoniaque, mais en marchant, tu peux aussi tomber sur ce personnage de cartoon là. Mais en même temps, quand le monde est en jeu et que tout essaye de te tuer, c'est pas un peu salvateur et réconfortant de s'arrêter, faire une interlude à sa vie et prendre le thé avec un vieil ermite poète ? Le monde ne paraît pas plus grand et spécial quand on sait que tout ne se résume pas qu'à Frodon, Aragorn et Sauron? N'est-il pas plus magique, enchanteur et vivant de savoir qu'à côté des rois, des héros, des monstres, des drames, des êtres énigmatiques coexistent avec insouciance, loin de ces tumultes? Ce monde n'est-il pas plus important à protéger quand on sait qu'à côté, certains font vœu de pacifisme? Je vous invite à lire le recueil des lettres de J.R.R. Tolkien, en particulier les lettres 20 et 144, où il décrit Tom Bombadil comme n'étant pas une personne importante narrativement, mais qui remplit quand même une fonction, montrant une forme d'esprit des campagnes, de pacifisme désintéressé et spirituellement détaché d'un monde matériel, où deux camps cherchent à contrôler les terres. Une façon de vivre qui, paradoxalement, ne peut pas exister dans un monde dominé par Sauron. Ce que j'essaye de dire, c'est que One Piece est un monde rempli jusqu'au cul de Tom Bombadil, et je chanterai jamais assez les louanges de Oda pour ça. Mais en fait non, faut pas le complimenter parce que c'est un vilain sexiste ou un truc du genre. Point 5, Oda, ce mangaka intolérable. Alors, désolé les amis, vu qu'on parle d'un manga qui aborde des sujets comme le génocide, l'esclavage et la tyrannie, on va devoir être un peu politique. Ah, je sais. Brendan Blabber semble apparaître publiquement comme étant au minimum un libéraliste progressiste à l'américaine classique. Je base mes affirmations sur deux choses. Numéro 1, il a fait une vidéo pour les élections américaines de mi-mandat 2018 qui s'appelle juste « Vote », faisant clairement appel à faire barrage contre Donald Trump et les républicains et voter démocrate au nom de la lutte contre le racisme, l'homophobie, la transphobie et les déportations. Numéro 2, il a fait en 2014 une vidéo qui s'appelle « Welcome to Tumblr » où il faisait une satire du fameux réseau social / plateforme de blogging avec toutes les blagues que le tout venant faisait il y a 10 ans, genre « Hé, dis donc, c'est vraiment un site pour adolescents chelous fans de Sherlock qui s'imaginent des maladies mentales et des identités sexuelles qui n'existent pas, hein ?» Je vais pas l'accabler pour ça, c'était une perspective courante à l'époque que beaucoup regrettent après s'être éduqués.
choqué. D'ailleurs, en 2020, 6 ans après, il a fait un commentaire épinglé disant qu'il regrette beaucoup cette vidéo, qu'il a très mal formulé ses blagues et son propos, et qu'il voulait juste se moquer des gens sur le site qui inventaient des identités parodiques genre clown sexuel ou des choses du genre, et pas du tout des vraies personnes LGBT+, neurodivergentes et issues de minorités ethniques, qui venaient sur ce site pour discuter, échanger et créer de nouveaux termes pour se désigner, s'affirmer. Il dit qu'il ne cherche pas d'excuses, qu'il est juste désolé, qu'il emmerde les intolérants et qu'il affirme son soutien auprès des personnes trans et juste la commu LGBT+, en général. Ok, cool, super. Tout le monde évolue, tout le monde prend le temps de se découvrir politiquement et idéologiquement aussi, et c'est normal de progresser sur le chemin de la vie. Et puis je connais pas un seul youtubeur, moi y compris, qui n'a pas fait de blagues edgy regrettables et maladroites dans les années 2010. Personne ne naît avec l'humour parfait, et je respecte sa remise en question. Malheureusement, nous avons établi que Blabber était un monsieur très niveau de surface quand il s'agit d'observation, analyse et critique, du moins dans ses So This Is Basically. Il a un ton souvent catégorique et généralisateur, et qu'en plus il sait pas toujours bien lire. Et utiliser des principes de nuance et de diversité associés au progressisme pour non seulement critiquer une œuvre, mais aussi carrément accuser des artistes de façon catégorique et généraliste, c'est considéré dans le milieu académique comme étant un peu casse-couille. J'appelle ça perso le syndrome Lily Orchard, d'après une des pires critiques que j'ai vues de ma vie. Une meuf qui accuse Rebecca Sugar, créatrice de cartoon familial Steven Universe et femme non-binaire juive, de paraître trop laxiste avec le fascisme parce que le petit gars en t-shirt rose n'a pas tué les méchantes tantines aliens géantes à la fin. God, what a piece of shit. Just a thoroughly loathsome person. I fucking think the woman's terrible. In one episode, Sugar told kids that killing a Nazi makes you a Nazi, and then in another, she told kids that Nazis just made some mistakes and that they're totally forgivable. You can't get past what that says about you. Do I think Rebecca Sugar is a fascist sympathizer? No. Do I blame anybody who comes to the conclusion that she is based on Steven Universe's content? No. That is just you saying it and just giving yourself a little bitty buffer to try to pretend you didn't. Par exemple, tu as Blabber qui dit que dans One Piece, tous les personnages qui ont subi l'esclavage deviennent éventuellement des esclavagistes racistes. Free the oppressed peoples of the world in a setting where all slaves will eventually become racist slavers themselves? Oh, that's not good. Listen, the author has great ideas, but he's not always so good at the execution. It's false. No way. Not this time. We made it up. We made this one up. It's a made-up tale. It's a total fabrication. It never happened. It never happened. C'est jamais arrivé, c'est juste jamais arrivé. Aucun personnage qui a été esclave dans One Piece à ce jour n'est devenu esclavagiste, même chez les hommes-poissons. Tous les personnages, hommes-poissons, humains ou autres, qui ont subi l'esclavage dans One Piece sont toujours présentés comme de tragiques victimes ou des héros valeureux qui combattent pour la liberté et leurs proches. Les seuls hommes-poissons qui font du trafic d'humains, justement, n'ont jamais subi l'esclavage et donc vécu personnellement l'horreur que ça représente. Il y a même tout un propos sur comment on peut devenir extrêmement raciste par procuration, sans aucune expérience personnelle, juste en absorbant des discours ambiants, un peu comme un papy campagnard qui a peur des Arabes alors qu'il n'en a jamais vu de sa vie à part sur CNews. Blabber devrait le savoir puisque ça se passe dans l'arc qu'il a, je rappelle, qualifié de merdique. Pire encore, le personnage qu'il a choisi pour illustrer ce propos, c'est Macro. Il a jamais été esclave, c'est juste une grosse merde, personne l'aime, pas même les autres hommes-poissons. On peut pas sous-entendre qu'un auteur raconte n'importe quoi de façon maladroite et régressive sur un sujet délicat si on ne le maîtrise pas soi-même. Un autre sujet délicat, c'est les forces de l'ordre. Après la mort de George Floyd en 2020 aux États-Unis suite à des violences policières, le slogan ACAB, scandé par des militants antiracistes américains, a vite acquis une popularité virale à travers le monde. ACAB signifiant All Cops are Bastards, qu'on peut traduire par tous les policiers sont des bâtards ou salauds. Dans un article du journal britannique The Independent de juin 2020, ACAB paraît réducteur mais suggère un discours plus nuancé. Les policiers ne sont pas tous individuellement malfaisants, bien sûr, mais à cause de la façon dont le système judiciaire américain est conçu, ils deviennent malgré eux complices de malfaisance. Les militants reprochent aussi aux bons policiers d'encourager, à force de rester silencieux, les actes répréhensibles des mauvais. Pourquoi je parle de trucs aussi peu marrants? Parce que Brendan Blabber, sur sa vidéo Vote et quelques tweets humoristiques, semble très porté sur cette notion de ACAB, au point que ça se voit dans sa critique de One Piece.
En gros, il désigne le gouvernement mondial, les plus gros méchants du monde de One Piece, comme le système, et la marine comme les exécutants serviles de ce système. Du coup, il n'aime pas qu'Oda veuille qu'on aime ces deux officiers de la marine, Garp et Aokiji, parce qu'en dépit d'être trop cool et balèzes, ils sont affreux, c'est-à-dire aussi fautifs et complices que les autres. Fight back against an all-powerful evil government and the lapdogs who work as their enforcers. Except the ones the author thinks we're supposed to like, even though they're... Don't worry, Kuzan and Garp are working for the Marines, but they're some of the good ones, because I say they are. Alors déjà, j'aime qui je veux, hein, d'accord? Plein de gens kiffent Tony Montana alors que c'est un connard, j'ai le droit de trouver deux super flics des mers stylés si ça me chante. C'est le pouvoir de la fiction qui nous autorise à ne pas jouer avec les mêmes règles morales de la vraie vie, tant qu'on a du recul sur nous-mêmes et qu'on sache revenir à la réalité. Si permettre à une fiction d'explorer l'esprit d'un être moralement ambigu et ressentir des émotions complexes pour eux, c'est mal, bah écoutez, hein, on va tous cramer nos DVD de Breaking Bad, hein, alors, hein. Non, je déconne, on l'a tous vu sur Netflix. Mais surtout, je comprends encore moins le choix de Blabber, parce qu'il a choisi deux des marines les plus ouvertement critiques du système en fait. Garp est un homme qui, comme Luffy, aime être libre et sauver les gens, mais il a sacrifié sa liberté personnelle parce qu'il pense que seule une institution omniprésente comme la marine peut vraiment aider les gens normaux du quotidien contre les horreurs du monde de One Piece. Il critique ouvertement la classe dirigeante de ce monde sans aucune représaille de par son statut privilégié de héros légendaire et cherche même à former une nouvelle génération de marines plus morale et héroïque, avec Kobe, Elmepo et d'autres jeunes qui d'ailleurs agissent en francs-tireurs au sein d'une unité spéciale renégate de la marine, la Sword. Oui, on peut dire que Garp est un réformiste, qu'il veut améliorer le système de l'intérieur, tandis qu'en face, il y a le camp des révolutionnaires qui veulent détruire le système et le reconstruire en renversant la classe dirigeante. On peut penser que Garp est trop naïf et que seule une révolution peut changer les choses, mais on peut aussi admirer sa volonté de vouloir maintenir un héroïsme sincère malgré un système pourri. Ça s'appelle un dilemme moral, un affrontement idéologique. Un personnage essayant d'avoir des bonnes valeurs malgré un système naze, je sais pas, je trouve que ça fait une bonne histoire. Quant à Aokiji, il a littéralement été dégoûté par les crimes contre l'humanité des autres marines, il a mis plus de 20 ans pour se remettre en question, il a voulu changer le système de l'intérieur comme Garp en devenant le nouveau chef de la marine, mais un extrémiste ultra-violent a pris sa place et il est devenu pirate. Il a littéralement quitter le système. Il a réclamé sa liberté et exprimé ses regrets et son dégoût pour ses actes passés en rejoignant le camp adverse de celui qu'il cherchait à améliorer. Donc lui aussi, à un moment, il a dit Akab. Amab plutôt. Bon, après, le manga n'est pas fini, si ça se trouve, il était un agent double de la marine depuis le début, ou il changera peut-être d'avis plus tard, ou alors peut-être que la marine va se rebeller contre le gouvernement, c'est pas impossible, mais ça, on saura qu'à la fin. Pour moi, en tout cas, Garp, Aokiji et bien d'autres soldats de la marine ne rentrent pas dans de simples petites cases, surtout pas celle de Blabber. Puis, nous avons le paramètre du sexisme. Il n'y a pas besoin de chercher loin, c'est dans la vidéo. Si Nico Robin n'a pas beaucoup de combats, c'est à cause du sexisme. Si on la voit pas assez, à cause du sexisme. Plein de gros seins, le sexisme. Kimmy and Usopp are a Robin fight. What do you mean Robin doesn't get any fights? She's like the strongest character. Oh. Bon, alors, en analyse de fiction, quand vous voulez expliquer pourquoi un personnage se comporte d'une façon ou d'une autre, vous avez deux approches. Intradiégétique, dans l'univers du récit, et extradiégétique, à l'extérieur du récit. Petit exemple, pourquoi Batman ne tue pas le Joker ? Réponse intradiégétique, parce que Batman ne veut pas s'abaisser au niveau de son ennemi et a peur de devenir aussi fou que lui. Réponse extradiégétique, le Joker est super populaire, il rapporte du fric en produits dérivés, donc Warner et DC Comics, ils aiment pas trop qu'un scénariste le tue. On peut donner des réponses intradiégétiques à pourquoi Robin ne se bat pas beaucoup. C'est une archéologue, c'est quelqu'un qui fait plus de l'assassinat rapide que de longs duels, c'est quelqu'un qui a dû survivre toute sa vie, et maintenant ses amis sont là pour lui donner une vie plus confortable. Mais selon Blabber, la vraie réponse extradiégétique, c'est qu'Oda est sexiste. Mon dieu, what the fuck, Monet, la seule femme utilisatrice d'un fruit de type Loga? Alors, c'est pas pour défendre Oda, le roi du sexisme, mais j'en ai assez qu'on vienne m'aider. Cette fois, je veux le protéger. Oups, désolé, tu es une femme. Le t-shirt de Chopper dit « Soutenez les filles ». J'aurais bien aimé que tu le fasses, Oda. Je leur donnerai des plus gros nichons. Faites de votre mieux, les filles. Honnêtement, je pense que Nami est candidate pour être la meilleure membre de l'équipage de Luffy. C'est fou à quel point elle arrive à être bien, malgré qu'elle soit écrite par Ichiro Oda. Personnage avec un décolleté visible. Et si je tuais Oda ?
Blabber, je pense pas que c'était une bonne idée de partager des messages privés pour 5$. Alors, qu'on s'entend bien, il a le droit de penser qu'Oda est sexiste. Je pense que c'est une accusation lourde de sens, mais s'il peut étayer ou apporter d'autres preuves, pourquoi pas ? Sauf qu'en 8 minutes, c'est pas possible. On est censé croire à la fois que Nami est super cool et que Robin est trop forte et trop intéressante, mais que le créateur de ces persos féminins cool et intéressants est juste un sexiste et c'est tout ? Il aurait créé des héroïnes de qualité par accident malgré son sexisme ? Il balance le mot sexisme comme si ça allait de soi, comme si l'entièreté de la fandom One Piece allait être d'accord. Mais non ! La question de la femme dans One Piece est permanente. Est-ce que le refus de Zoro d'abattre une femme ennemie de son sabre est du sexisme ? Ou est-ce que c'est raccord avec le fait qu'il a perdu une rivale et amie d'enfance ? Le fait que l'auteur l'a écrit comme admiratif de cette amie ne le rend-il pas plus nuancé ? Il y a bien un moment où il sauve Robin de la foudre d'Odener en disant « c'est une femme » ou ce passage dans Puck Hazard peu glorifiant pour Tashigi, rival de Zoro, auquel Blabber fait allusion dans un gag que seul un méga mordu de One Piece peut capter. Alola Molazo is the right-hand man who holds his swords like an idiot and can teleport in front of any woman, so long as it's for sexist reasons. Now, Robin is the most interesting character in One Piece. She's a woman! Et si c'était un élément qui allait être examiné plus tard dans le manga, lors d'un éventuel glow-up pour Tashigi par exemple. Robin n'a pas beaucoup d'affrontements glorieux 1 contre 1, mais pareil pour Brook, Chopper et Franky. Est-ce du sexisme ou juste une dépriorisation par rapport aux 4 premiers compagnons de Luffy ? Et si c'était juste qu'Oda s'est écrit dans une impasse en créant un personnage avec un style martial consistant à battre un ennemi d'un seul coup via des exécutions rapides ? Est-ce qu'on compte juste les duels en excluant toutes les fois où Robin a été excellente dans les combats de foule ou en équipe ? Ou est-ce que le fait qu'elle est le véhicule pour connaître les mystères du monde de One Piece et la clé pour découvrir l'île finale, c'est pas déjà assez valorisant même avec peu de combats ? Oda dessine souvent des personnages féminins avec le même genre de proportions sexy et de visage. Preuve de sexisme ou juste facilité stylistique, ou un peu des deux. Surtout quand on voit qu'il est capable de dessiner des femmes avec des designs aussi barjots, variés et cartoonesques que les hommes. Après, c'est vrai qu'il y a un regard masculin. C'est indéniable qu'Oda veut qu'on reluque les formes de beaucoup de ses persos féminins. Ceci dit, je le blâme pas plus qu'un autre. Peut-on pardonner ou passer outre le fait de rendre des personnages féminins sexy s'ils restent bien écrits, attachants, drôles et intéressants, donc pas juste des objets de désir, ou alors c'est déjà rédhibitoire ? Heureusement que les meufs dans One Piece, elles ont quand même toutes des personnalités qui sont absolument différentes. Et Oda, grâce à sa magie et à son génie de la scénarisation, il arrive quand même à nous créer des flashbacks qui nous donnent l'impression, mine de rien, même si au niveau du physique elles sont pareilles, et ben au moins, elles ont tout un relief qui est différent. Et c'est vraiment ça qui aide à contrebalancer ce manque de diversité qui est uniquement apparent. Et est-ce que le fait que plusieurs personnages parmi les plus puissants, influents et redoutés du monde de One Piece soient des femmes, ça donne pas plus de nuances à la question ? C'est sincèrement un vrai débat qui mériterait une ou plusieurs vidéos ou podcasts entre différents membres de la communauté One Piece et manga en général. Je suis sûr que plein de créateurs et créatrices aimeraient discuter de tout ça avec Blabber au-delà de son groupe d'amis. The women of One Piece are not put into a box. They're not given limits of which they must abide by. And again, that means something. Oda's flopped in many aspects of his women, don't get me wrong, but they certainly stand out. All in all, while they can definitely be better, they are still a force to be reckoned with. So long as his girls don't become pliant, and so long as they continue to uphold the importance put on them, the women of One Piece will remain fantastic characters to me. Let's just hope he can tweak them to be even better. Mais là, on voit clairement les limites d'un format de 8 minutes qui balance 2 ou 3 mots buzz lourds de sens, supposant que les opinions présentées vont de soi. Si les vidéos YouTube de nos jours qui discutent de la pensée profonde et de la politique d'un auteur de fiction font de 30 minutes à 3 heures, c'est pas pour rien. Le genre de format humoristique court utilisé par Blabber ne suffit juste plus. Si on suppose trop que tout le monde pense pareil que soi sans présenter un argumentaire solide avec preuve explicite à l'image, ça donne un sentiment de simple attaque personnelle. Ou n'est-ce juste qu'un sentiment ? Parce que c'est ça le problème, c'est ça qui a changé la perspective de beaucoup de gens sur cette vidéo, c'est ça le faux pas de trop. Blabber a été trop personnel. Je vais passer les moments où il prétend en essence que Oda est un auteur têtu qui gâche son talent car il refuse d'écouter ses éditeurs ou recevoir de l'aide de ses assistants qu'il refuse de créditer, parce que ça nous détourne un peu du propos sur le sexisme. Mais ça ferait une bonne petite vidéo bonus qui est disponible dès maintenant pour ceux qui souhaitent me soutenir à hauteur de 2 € sur Patreon.
Avec cette plateforme de financement continu, en échange d'un peu de monnaie tous les mois, vous pourrez être crédité en fin de vidéo, voir mes futures vidéos en avant-première sans censure de YouTube et accéder à du contenu exclusif, comme une vidéo bonus où j'adresse les reproches de Blabber envers Oda sur son éthique en tant que mangaka. Merci déjà d'avoir vu cette chronique jusqu'à ce point, c'est déjà beaucoup de soutien. Si vous voulez plus de vidéos longues et travaillées comme ça, considérez s'il vous plaît de commenter, vous abonner, laisser un like et surtout me soutenir sur Patreon afin de m'aider à être indépendant du système YouTube. Maintenant, finissons-en. Blabber donne l'impression qu'une part de lui méprise Oda. C'est peut-être qu'une impression, mais il a fait un gag de fin qui va plus loin encore, faisant perdre aux gens tout bénéfice du doute. Il ne se contente plus d'accabler Eiichiro Oda, l'auteur, mais aussi Eiichiro Oda, l'humain, le père de famille. You should take care of yourself. And not work yourself so hard that your coworkers have to force you to get surgery and to sleep. They all care about you. Your daughters care about you, Oda. You know what you can do to show them that you care about them? Oh. Sexualize another child their age? No, Oda. That's wrong. Oh. Younger? Kill it! No. Ouh. Aïe, aïe, aïe. Que dire. Déjà, oui, je suis d'accord pour dire que faire des personnages de princesse en détresse, en armure bikini sexy, dans un mariage forcé avec un mec de 21 ans, ou avec un gag à base de « Oh, désolé, vos seins sont géants, j'ai marché dessus par accident », et puis dire ensuite que plus tard ils ont 16 ans, c'est fort inconfortable. Je sais pas si, à part le bikini de Rebecca, sexualiser un enfant est le mot juste, mais c'est une critique qui s'entend. On dirait parfois que Oda invente un personnage féminin attachant, se dit « Ah, ça me rappelle ma relation avec mes filles » et décide de ce fait d'en faire des ados plus tard sur une bible d'infos. Il y a beaucoup d'histoires de papas qui aiment leurs filles dans One Piece d'ailleurs. Bon, pas d'accord pour Carotte, je vois pas où est-ce qu'elle est sexualisée, mais soit. Encore une fois, je comprends la gêne. Oda aurait pu facilement en faire de jeunes adultes, c'est une question régulière dans la culture manga animée, et ça peut être un vrai débat. Mais sortir la carte « pense à ta femme, pense à tes filles » pour ensuite faire « haha, je t'ai eu, sexualiseur d'enfants, va !» C'est pas ouf. Un critique peut critiquer une fiction. Il peut aussi critiquer et vanner un auteur, ses idées, son style, ses décisions artistiques, voire même sa politique, surtout si elle affecte des gens dans la vraie vie, en plus d'être véhiculée dans son histoire. Et il y aura peut-être encore des gens, derrière ce critique, qui seront d'accord et viendront en soutien. J.K. Rowling, c'est ça, quelqu'un qui parle beaucoup, mais pas très habilement de diversité, de discrimination et d'autoritarisme dans ses livres, ses films et ses réponses à ses fans, et qui dans la vraie vie soutient et finance des instituts et individus discriminatoires, pro-autoritaires et anti-diversité. Quand il y a un parallèle clair entre le travail et les actions réelles d'un auteur, on peut le pointer du doigt. Mais quand un critique utilise la famille, de vrais êtres humains, la vie privée, les moments de vulnérabilité humaine réelle, juste pour montrer son mécontentement envers une fiction, une totale fabrication imaginaire, désolé, mais là, la plupart du temps, c'est un coup à atomiser le bénéfice du doute que les gens peuvent lui prêter. À ce moment-là, un critique n'est plus un critique. Il devient juste un hater. Vous vous souvenez de mon exemple de Monsieur Cinélol il y a quelques siècles de cela ? Je suis navré de vous apprendre que c'est inspiré de faits réels. En 2017, il a été annoncé que Joss Whedon allait finir le film Justice League à la place de Zack Snyder, qui a dû partir du projet suite au suicide de sa fille. Les gens normaux et décents ont évidemment envoyé leur soutien à Snyder face à cette tragédie. Mais les fanboys toxiques, eux, tout ce qu'ils ont retenu, c'est « Ah, tant mieux qu'il se casse, j'aime vraiment pas ces films de super-héros », ou même pire, il aurait dû s'occuper de sa fille au lieu de faire des films de merde. C'est un manque de priorité et d'empathie qui fait grincer les dents. En 2021, quand Zack Snyder a dénoncé la partie réactionnaire et agressive de ses fans en désavouant la chaîne YouTube polémique Geeks plus Gamers, une youtubeuse issue de ce même milieu réactionnaire, MeCarandom42, a attaqué Snyder en le traitant de mauvais père. So, Father of the Year, Zack Snyder here. Yes, it's a low-hanging one, and he deserves it. He deserves it. He deserves to have a stuck into his and twisted just a little bit deeper. Metaphorically, of course, not literally, not an actual one. Just with words. He deserves to have somebody hurt his feeling. Oh,
Quelle réaction raisonnable! Je comprends pas pourquoi Snyder veut prendre ses distances avec des gens aussi adorables et pas du tout antisociaux! Évidemment, personne ne l'a soutenu dans sa démarche et elle a effacé cette vidéo de sa chaîne. Mais la preuve reste, certaines critiques colériques ne sont pas des personnages exagérés, mais des individus déraisonnables et cruels qui vont trop loin. À tout moment, quand vous critiquez des médias sur YouTube, vous avez tout intérêt à ne jamais donner l'impression que vous êtes comme ce genre de personne, ne serait-ce que d'un iota. Pour le coup, Blabber, il est à 2 ou 3 iota. Avec sa mise en scène et son style marionnette de papier, les gens auraient peut-être pu prendre cette remarque hasardeuse moins au sérieux. Mais malheureusement, encore une fois, dans sa volonté de faire de l'humour et finir sur une punchline, Blabber nous narre l'histoire d'un critique cruel qui n'a aucun égard pour l'humain derrière le mangaka, aussi critiquable soit-il. Blabber abandonne un instant sa voix d'idiot pour prendre un ton normal et compatissant. On a un gros plan sur la table de travail d'Oda, dessinant d'une main tremblante au beau milieu de la nuit. On le voit fatigué, exténué, des poches sous les yeux, s'empêchant de dormir pour finir son interminable travail. Blabber l'invite à prendre soin de sa santé et d'écouter ses proches qui tiennent à lui, en particulier sa femme et ses filles. La musique passe du mélancolique à l'émouvant, montrant au mangaka qu'il n'a pas à se résigner à une vie de labeur en solitaire, qu'il a toujours sa famille. Le spectateur se rappelle qu'être un mangaka, c'est un métier difficile, horaire pénible, des soucis de santé réguliers, une espérance de vie réduite. C'est vraiment noble de la part de Blabber de rappeler que derrière l'artiste critiqué se trouve un homme de chair et de sang, avec un cœur. Et puis paf! Rien à foutre des émotions, il voulait juste critiquer Oda pour dessiner des meufs fictives de 16 ans avec des grosses poitrines. Tout ça, c'était juste une mise en place pour finir sur une vanne. Blabber, peut-être involontairement, vient de faire l'équivalent cinématographique d'une brute d'école qui te fait tomber par terre, puis te tend la main pour te relever en disant qu'il est sincèrement désolé et tout, mais après il crie « Je t'ai eu !» et il te fait une prise de judo. Sans cette fin et ces mentions répétées d'Oda, je suis persuadé que Blabber aurait pu s'en sortir sans trop de dommages. La plupart des gens auraient juste dit « Haha, encore une vidéo de Jello Apocalypse où il exagère des trucs et fait des hot takes débattables, comme pour ses vidéos sur Phoenix Wright ou Adventure Time. » Mais en insistant tellement sur Oda et en étant trop personnel jusqu'à flirter avec la cruauté narquoise, les gens se sont montrés extrêmement peu charitables. Ils ont réinterprété et recontextualisé tout ce qu'il a dit avant de la pire façon, et se sont donc plutôt dit « Ah ok, en fait il trouve que One Piece est juste nul à chier parce qu'il déteste l'auteur, car pour lui c'est un gros connard et un pointeur qui déshonore sa famille. » Pas cool, mec. Pourquoi par moments ça se ressent comme une attaque personnelle contre Oda? Frère, les blagues sur les enfants d'Oda, c'était pas nécessaire. Utiliser la famille du mec pour critiquer sa façon de dessiner bizarrement des personnages, c'est vraiment chelou et de mauvais goût de ta part, mec. Mec, tu peux pas juste appeler un artiste célébré de pile et appeler ça de la satire. Littéralement, qu'est-ce qui va pas chez toi? Jello Apocalypse a fait une vidéo sur One Piece où il ne fait rien d'autre que d'insulter les capacités artistiques d'Oda et finit en l'appelant basiquement un pédophile. C'est bien de voir qu'il n'a pas changé. C'est culotté de votre part de faire une pause sur les So This Is Basically pour des raisons de santé mentale, puis promptement vous moquer d'Oda pour la sienne. Je suppose que c'était une tentative de satire, mais ça m'a juste paru incroyablement mauvais esprit et un peu dégueulasse quand vous avez commencé à mentionner la vraie famille d'Oda. Les gars, je commence à croire que c'est peut-être pas vraiment une satire et que peut-être il aime pas trop One Piece. What the fuck Jello, mais avant t'étais plus drôle, plus perspicace et définitivement pas aussi acerbe et haineux de façon aussi flagrante et publique contre quelqu'un ou quelque chose. C'est Lily Charles qui a écrit ça? Pour solidifier définitivement mon argument, imaginez si Blabber avait fait une vidéo qui s'appelle So This Is Basically Zack Snyder Movies par exemple, et qu'il avait fini de la même façon que celle sur One Piece. Ça aurait donné un truc comme ça. Zack Snyder, tu fais peut-être des films de kéké avec des ralentis inutiles et de la violence gratuite pour ados boutonneux, mais tu es aussi un être humain qui a vécu des épreuves terribles dans ta carrière. Compte sur le soutien de ta femme et tes filles, qui t'aiment et veulent te rendre heureux. Tu sais comment tu pourrais rendre ces femmes heureuses en retour? Avec des scènes de meufs montrant leur cul et leur nichon? Non! Quand vous êtes vidéaste, c'est là que le public vous arrache votre persona public de personnage critique, avant de le déchirer en lambeaux. Il n'y a plus de personnage, il n'y a plus juste une version exagérée de vous, il y a juste vous. Ou plutôt une autre idée, hors de votre contrôle, défavorable de vous. Bon, la conclusion.
Plus souvent qu'on ne le pense, l'humour n'est pas que de l'humour. Ça peut être un véhicule porteur de messages, d'observations et de croyances, voire un mécanisme d'autodéfense contre ce qui nous interloque et nous chagrine. Et on peut en savoir beaucoup sur une société ou une époque, sur ce qu'elle trouvait drôle ou pas à un moment donné. Nombreux ont remarqué que les vannes et les piques de Blabber étaient trop précises pour être juste de l'humour. On peut écouter les podcasts One Piece de Blabber et ses messages Discord au bonus Patreon pour avoir son opinion plus brute et détaillée sur One Piece, puis comparer avec sa vidéo. On peut aussi voir à quel point la façon dont les femmes sont sexualisées dans One Piece le dérange si on se fie au message Discord submentionné, disant qu'il a envie de tuer Oda à chaque fois qu'il voit un perso féminin sexualisé ou une case un peu trop fanservice du manga. Brendan Blabber qui est fâché qu'un personnage avec un design qu'il trouve joli ait 15 ans. Oda, et si je te tuais? Oda qui explique que Barbe Blanche n'autorise pas les femmes dans son bateau à se battre, l'amenant à mettre son équipe médicale à l'abri avant de partir dans une guerre où il risquait de mourir. Et Oda, et si je te tuais? Et si je te tuais avec des lasers? Oda qui fait une blague de beauf expliquant que les vieilles sirènes développent des jambes pour marcher sur Terre parce qu'il voulait en dessiner que des jeunes et jolies dans un café sur l'île de Poisson. Gif d'un mec dans un clip de Tom Hardy qui explose une aubergine à coups de poing, signifiant que Blabber veut détruire l'organe génital d'Oda. Je déteste tellement Oda. Personnage avec un décolleté visible. Et si je tuais Oda? Fort évidemment, je pense que c'est juste de l'humour d'exagération entre potes sur Discord, qu'il n'a pas sérieusement envie de tuer Oda pour ça. C'est comme si, avec mes potes, je regardais un film nul et que je disais « Oh là là, j'ai envie de me flinguer ». Non, je suis pas suicidaire à cause d'un film, c'est juste une façon bébête et edgy de dire que je suis consterné ou ennuyé. Après, vous avez le droit de penser que c'est de mauvais goût et que ça fait très humour 2000-2010, genre « Haha, Stephanie Meyer, elle a écrit Twilight, ça mérite la peine de mort », ce qui est compréhensible. Encore une fois, votre capacité à accepter certaines blagues vient pas mal de la façon dont elle est dite et s'il y a une forme de complicité et bonne foi accordée à la personne qui la raconte. Ce que beaucoup de gens refusent de donner à Blabber à cause de son approche trop personnelle vis-à-vis Oda, je suppose. Mais oui, une blague peut parfois partir d'un fond de sincérité, et faire des blagues à base de « Haha, cet auteur il a fait un truc nul, j'ai envie de le goumer », ça montre quand même qu'il y a un fond d'amertume et de ressentiment non négligeable. Et encore, si ce n'était qu'Oda. Si ce n'était que One Piece. Au début de la vidéo, j'ai mentionné que Brendan Blabber voulait s'orienter vers le travail de localisateur. En février 2024, dans un post Patreon maintenant effacé, Brendan Blabber avait annoncé faire ses premiers pas en tant que localisateur en aidant à titre gracieux son amie Marissa Lenti, actrice voix et directrice de casting, à écrire le doublage de Lovely Complex, l'adaptation en animé d'un manga shoujo romantique des années 2000 parmi les plus connus existants. Peut-être pas aussi culte que Nana et Fritz Basket, mais quand même significatif. Mais dans un élan qui ne peut être qualifié que d'extrême non-professionnalisme, il déclare avoir détesté profondément cet animé avant de partir sur une mini-critique. Je vais pas tout vous lire, hein. Je mets le lien en source sous la vidéo, mais je vais vous paraphraser quelques passages. Il qualifie l'héroïne de véritable psychopathe et de barjot inutile. Il accuse l'animé d'avoir 2 arcs scénaristiques et plusieurs gags récurrents transphobes, d'après les fans, ce serait pas vrai. Il dit que l'acteur qui a fait la voix du héros dans la version d'origine est tout simplement nul. Je rappelle que Blabber est lui-même doubleur. Il a fait des suppositions infondées sur l'autrice du manga d'origine, que ça doit être une personne très étrange, la comparant à l'autrice de 50 nuances de Grey ou une drama queen sur Twitter. Il va même jusqu'à dire que l'autrice doit sûrement voir le monde avec les mêmes yeux que son héroïne, qu'il a qualifié, je le rappelle, de psychopathe barjot, plusieurs fois. Et enfin, il se vante d'avoir tout mieux réécrit l'histoire, les personnages et les dialogues, outrepassant largement son rôle de localisateur pour s'improviser en nouvel auteur, transformant ainsi, je cite, une série frustrante et quelconque 3 sur 10 en série 7 sur 10 plutôt marrante et regardable. Le mec s'imaginait faire un redoublage retake légal et officiel en fait. C'est épouvantable, c'est juste épouvantable. Là, c'était dans un cadre professionnel, pas une vidéo YouTube comique. Évidemment, je pense pas qu'on puisse résumer tout un être humain complexe à juste ses vidéos et des posts sur Patreon, mais c'est à croire qu'il est comme ça tout le temps. C'est ça, personnalité en public. C'est comme ça qu'il a décidé d'apparaître sans filtre devant tout le monde pour parler avec fierté d'une opportunité professionnelle. Il a cru que c'était correct de s'exprimer comme il l'a fait et que les gens allaient être d'accord avec lui et le féliciter. C'est absolument
lunaire, et ça confirme définitivement la perspective qu'on peut avoir sur sa vidéo consacrée à One Piece. Ça remet même entièrement en perspective toute sa série des So This Is Basically, et même plusieurs autres vidéos de sa chaîne. The way that Jello engages with the media is that he strawmans what he dislikes. He never actually engages with what the artist actually puts down, and instead argues against a fictional version of what he perceives it to be, and then proceeds to tear down the effigy that he built in order to legitimize his arguments. He has a concerning pattern of intentionally misrepresenting artists' works in order to justify his tampering with them. Car sa façon de parler de One Piece et sa façon de décrire son travail sur un doublage est la même. Être réducteur et caricaturé jusqu'à déformation totale. Rendre ses propos confus avec trop d'humour mal placé. Trop croire que son avis va de soi. Faire des affirmations catégoriques à partir d'informations approximatives. Émettre des accusations sociopolitiques à la légère. Être en compétition hostile avec d'autres créatifs. Être trop personnel avec l'auteur. Faire des suppositions graves sur l'auteur. Tout ça, ce sont les éléments qui peuvent amener les spectateurs à se retourner contre un critique. Et plein de gens se sont retournés contre lui, dans les commentaires, sur les réseaux sociaux, dans des vidéos comme celle que vous venez de voir. Et Blabber est conscient de cette levée de bouclier, déclarant sur Twitter avoir reçu des menaces de mort pour ce qui est selon lui juste une critique plutôt ordinaire d'une BD de pirates pour les enfants. Je rappelle qu'évidemment, menacer de mort les gens comme ça, surtout pour de la fiction, c'est intolérable et je décourage fortement quiconque regardant cette vidéo d'aller harceler Brendan Blabber de quelque façon que ce soit. C'est un débat ouvert sur l'analyse d'une fiction populaire et la nature d'être un critique sur Internet, pas du drama, un appel à pourrir la vie d'un individu, ou pire encore. Cela étant dit, une partie de ce tweet me semble révélatrice. Une simple critique d'une BD de pirates pour enfants. Je pense que Brendan essaye de dire que c'est très anormal et déraisonnable de menacer de mort quelqu'un pour une fiction, surtout pour un manga destiné aux gosses, ce qui est 200% vrai. Mais j'ai du mal à croire qu'il ne sait pas que One Piece, c'est bien plus que ça. One Piece est devenu un phénomène culturel international et intergénérationnel. Je peux vous montrer des tonnes d'exemples, mais je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'à partir du moment où des supporters de foot font en sorte qu'un être fictif prenne une place énorme dans les gradins, sous la forme d'une bannière géante, on est au-delà d'une fiction quelconque seulement traitée avec légèreté. One Piece n'est pas un manga qui se prend trop au sérieux, mais c'est un manga dans lequel des gens de tout horizon à travers le globe sont très sérieusement investis émotionnellement, pendant bien plus longtemps et dans des cadres plus personnels qu'un an de lecture pour un podcast. Des tonnes de chaînes YouTube ont atteint des sommets depuis plusieurs années juste en parlant de One Piece, en débattant sur One Piece, en théorisant sur One Piece. C'est plus qu'un fandom, c'est un fan monde, une fan dimension. Et le truc, c'est que l'accueil d'un So This Is Basically repose énormément sur la complicité que Blabber peut avoir avec le fandom de la fiction qu'il commente. Je suppose que l'idée, c'était de faire l'équivalent en vidéo d'un coup de coude ou d'un clin d'œil complice entre fans. Genre, oui, on aime tous Genshin Impact, du coup on peut se permettre de critiquer l'aspect gacha et les microtransactions. Ou oui, on aime Pokémon, mais c'est vrai que c'est des jeux faciles où l'aspect stratégique se dévoile seulement qu'après le post-game ou en multijoueur. Ou alors, vous faites une vidéo juste pour dire qu'Adventure Time ça pue du cul et vous espérez qu'il y a plus de gens d'accord avec vous que de fans venant défendre la série, mais bref. L'idée, c'est que dans un fandom, il y a quelques consensus qui ressortent et Blabber arrivait à en capter quelques-uns. Mais là, non. La communauté One Piece étant immense, plus vieille que la moyenne et déjà expérimentée en termes de débat, c'est déjà très difficile d'avoir un consensus parfait. De surcroît, il y a ici quasiment autant, voire plus, de désaccords que d'accords. Les opinions de Blabber ne sont pas aussi mainstream qu'il le pensait. Il est en décalage avec une grosse partie des fans. Tragiquement, il n'est pas des nôtres. Il n'est pas un Nakama. Et nombreux sont ceux qui ont vu qu'en dépit de tout son travail, Blabber a traité le sujet trop à la légère, tout en lâchant des accusations relativement lourdes. Il n'a pas été sérieux. Et oui, comme je l'ai dit, One Piece ne se prend pas trop au sérieux, mais il sait l'être quand il s'agit de véhiculer à ses lecteurs des émotions sincères. Oda apparaît publiquement comme un homme rigolo qui fait des blagues de beauf, mais il est très sérieux quand il s'agit de donner son maximum pour l'œuvre de sa vie. En tant que critique, on ne devrait pas se prendre, à mon avis, trop au sérieux. Mais quand il s'agit d'analyser de l'art, de juger la création de quelqu'un d'autre, que le ton soit rigolo ou féroce, il faut le faire sérieusement.
Et c'est mon souci avec Brendan Blabber. C'est un homme qui prend son influence et ses observations très au sérieux. Mais ça, c'est pas sérieux. Je veux pas faire de la psychanalyse de comptoir et, une fois encore, résumer tout un homme à son empreinte carbone sur le web, mais je ne peux pas m'empêcher de penser à cette description Tumblr. Je fais Epiphet Erased, et avant, je faisais So This Is Basically sur YouTube. Avant, je faisais. Pour moi, Brendan est revenu sur une émission qu'il aurait dû laisser dans le passé. Déjà, il avait créé les So This Is Basically parce qu'il en avait marre de faire les Welcome To. Mais 2 ans après le dernier épisode, pourquoi revenir avec un nouvel opus alors qu'il y a clairement des tonnes d'autres projets qu'il aurait mieux aimé faire ? Est-ce qu'il voulait rentabiliser d'une certaine façon 1 an de lecture de l'intégrale de One Piece ? Avait-il le feu en lui pour revenir une dernière fois ? Est-ce que c'était une façon de revenir sur une valeur sûre après avoir expérimenté avec d'autres projets ? Je ne suis pas sûr. Mais après des années de remise en question du format critique colérique, critique comique et du concept de personnage critique, peut-être qu'il n'y a plus autant d'appréciation en ce monde pour les résumés d'histoires sarcastiques entrecoupées de microcritiques déguisées en blagues. Faut dire, c'était déjà un marché saturé à la base. Peut-être qu'il est dans l'intérêt de Blabber d'entrer dans une nouvelle ère de sincérité et d'ouverture émotionnelle. Une ère où l'art d'autrui n'est pas sujet à correction, mais à dialogue. Une ère où la catégorisation rigide de ce qu'on voit en surface est remplacée par les nuances des émotions qui sortent du plus profond de nous. Une ère où une œuvre n'est pas que révélatrice de son auteur, mais aussi un miroir tendu à nous-mêmes. Peut-être que c'est le moment pour Blabber de repenser son format. Pas forcément sacrifier l'humour, mais juste repenser sa façon de critiquer une œuvre, adresser un auteur, représenter soi-même, établir un argumentaire solide et rechercher, présenter ses pensées à autrui. Un peu comme quand il critiquait tous les films Pixar et Ghibli en 10 mots ou moins, mais avec une approche plus personnelle, en prenant plus son temps à parler d'un film à la fois, et sans les avis désastreux et obtus sur Ratatouille et Souvenirs goutte à goutte qui... Excusez-moi. Ou à l'inverse, peut-être que ce genre d'émission gagnerait à être plus léger, laissant tomber la critique pour de la sincère comédie parodique, rendant hommage à une fiction qu'il aime. Ou peut-être même que c'est le moment pour Blabber de se consacrer encore plus à la création de ses propres histoires, encore plus se lancer dans Epiphet Erased ou d'autres projets, encore plus se vouer à son propre art, plutôt que de construire son contenu autour de l'art d'autrui. En 2020, Blabber a exprimé des regrets pour une vidéo de 2014 et s'est dit qu'il pouvait faire mieux en tant que comédien et vidéaste. Et je le crois, car je ne connais aucun vidéaste, moi y compris, qui n'a pas ne serait-ce qu'un peu de regrets et de remise en question vis-à-vis de ses créations passées et qui n'a pas cherché à un peu évoluer depuis. On a tous fait une blague hasardeuse qui va trop loin, on a tous été trop émotionnels et caustiques sur une cible qui ne le méritait pas tant que ça, on a tous été à un moment plus approximatif qu'on ne le pensait sur nos affos et propos, mais il ne faut pas que ça nous empêche de nous améliorer et de se considérer comme un travail constamment en progrès, un long récit, toujours en cours d'écriture. Comme One Piece, tiens. C'est peut-être très difficile, mais on a tous le potentiel de changer. On a tous le potentiel de partir vers une aventure, en quête de notre meilleure version de nous-mêmes. Qui sait, on la trouvera peut-être avant que Luffy ne trouve le One Piece. Ce qui nous laisse encore quoi 10, 15 ans large. One Piece will end in about 7.5 years, in the year 2032. Likely around c'est un peu moins large. Merci d'avoir vu cette énorme vidéo jusqu'au bout. C'est la première fois que je fais ce genre d'essai vidéo, qui plus est l'équivalent d'un film standard en termes de durée. N'hésitez pas à me faire savoir si ce genre de super chronique vous plaît et si vous seriez intéressé par d'autres vidéos de ce style. J'avais beaucoup de choses à dire, au point que j'ai même dû couper tout un passage de mon script pour des raisons de rythme et de longueur. Mais comme je l'ai dit avant, si vous voulez avoir une extension de l'expérience de cette vidéo, je vous invite à me soutenir ne serait-ce qu'à hauteur de 2 € sur ma page Patreon et ainsi accéder à une vidéo bonus en plus d'autres avantages. Lien dans la description. Avec votre soutien, je pourrais refaire d'autres vidéos ambitieuses et travaillées comme celle-ci, qui m'a demandé environ 2 mois de travail, en dépit du système YouTube qui encourage plutôt le contenu slop à la chaîne.
J'aimerais adresser mes remerciements à Damien Hiller et Reda Bitbol pour avoir fait la relecture de mon texte. Je vous invite à les suivre sur les réseaux sociaux et plus particulièrement à lire les articles de Damien sur IGN et à vous abonner à la chaîne YouTube de Reda si vous êtes fan d'animation. Lien dans la description. Merci à l'auteuriste et essayiste Phèdra Derrick qui a relu mon texte et apporté des retours fascinants. Je vous invite à suivre Phèdra sur ses réseaux et lire ses livres analysant avec rigueur académique One Piece et les mangas sous le prisme de la politique et de la représentation LGBT+, lien dans la description. Merci aussi à Seoska, un artiste super talentueux, qu'il s'agisse d'illustration ou d'animation, pour avoir dessiné Monsieur Cinélol sur son temps libre. Suivez-le en masse sur Twitter, Blue Sky, Instagram et la chaîne YouTube Hermine et Flèche, un projet d'animation qu'il fait avec mon pote Mr Flèche. Lien, description, là, voilà. Merci aussi à Fab the Hedgehog, Voxy et Insan pour avoir assuré la traduction anglaise et le sous-titrage de cette vidéo. C'était une joie d'avoir collaboré avec eux. Grâce à eux, cette vidéo a une chance de toucher des gens à l'international. Je vous invite d'ailleurs, chers spectateurs, à partager cette vidéo partout autour de vous, qu'importe si votre entourage parle français ou anglais. Et surtout, merci à tous ceux qui ont attendu mon retour sur YouTube après ma très longue pause. Votre enthousiasme et votre soutien me font sincèrement chaud au cœur et me donnent l'énergie pour reprendre l'aventure. Et bien sûr, à tous les nouveaux venus, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube si vous aimez les vidéos qui parlent de gaming, manga, animé et pop culture en général. Suivez-moi aussi sur Blue Sky, c'est comme Twitter mais en moins toxique, sans Elon Musk et en juste mieux, lien, description, là, description. Sur ce, encore merci pour votre visionnage et à très bientôt pour de nouvelles chroniques.